Bonjour et bienvenue dans le Trading Point, l'émission qui vous simplifie le monde des crypto-monnaies. Aujourd'hui, on se retrouve avec votre équipe habituelle, Baptiste, Phil, Jean-Luc et moi-même Quentin. Et notre invité spécial de ce soir sera David Princey. Si vous avez écouté le deuxième épisode, eh ben, vous le retrouverez du coup ce soir pour nous reparler un petit peu de l'actualité française. Et bon, on n'a pas besoin de représenter notre expert ici au français. Oh, c'est gentil, mais je suis pas si expert que ça, tu sais. Et je vous propose qu'on passe du coup directement au sommaire de l'émission. Alors, un point que je voulais éclaircir dans un premier temps, c'est trader ou pas. Que faire? C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu le méli-mélo, je dirais. Bah, après, on enchaînera tout de suite sur la tendance générale du marché crypto. De façon, ouais, je pense qu'on a beaucoup de choses à voir. Un petit point trade sur les marchés financiers, classique, je dirais. Et le grand débat de ce soir, c'est les quelques projets français du moment, actualité française aussi, et surtout, bah, encore et toujours la blockchain, hein, qui restera toujours dans notre cœur. Alors, pour introduire ton sujet, tu vois, je commencerai directement avec M.D133 qui dit toujours pas de salon holding, tu vois. Donc, pour le trading ou pas, je pense qu'il y a vraiment encore une fois deux catégories à mettre, les gens qui trade et les gens qui hold. C'est vrai que ça peut être une question à aborder, parce que je la poserai sans doute plus tard cette question, parce que je commence à me demander si buy and hold serait comme on pourrait commencer à rentrer gentiment. Ah, Bah du Ah bah coup là, on voilà. est dans des points bas, hein, ça c'est clair. Mais après, tu sais, tu peux faire les deux, hein. Le principe, c'est des philosophies différentes sur des projets différents. Hmm. C'est moi, perso, le j'entends but. parler de buy and hold depuis 17 000. Alors, au bout d'un moment, je me pose quand même des questions Oui, sur ce non, qui est Ouais, mais réellement encore une fois, il ça y a une dépend de limite. les compétences de trading, tu vois, et qui est juste buy and hold sur 5 6 ans, tu vois. Sur Oui, plusieurs mais années, on se pose encore pas une la fois, question. buy and C'est de la même hold. façon, j'entends du trading depuis que le Bitcoin était à 300 balles, hein, donc, Oui, ah non, mais ça, c'est vrai aussi. Ça, c'est vrai. Non, j'empêcherai pas des gens de dire des mauvaises choses. je pense que tu as raison. C'est vrai qu'il faut quand même suggérer la différence entre les deux. Je Mais pense qu'on y buy reviendra and hold, peut-être. ça reste quand même une stratégie qui n'est pas possible quand il y a de la volatilité. C'est pour ça que moi, je maintenais toujours, pour ceux qui ne savent pas trop faire, en fait, il n'y a qu'un seul conseil à attendre. Enfin, il n'y a qu'une seule stratégie à adopter si l'objectif final, c'est vraiment buy and hold, c'est de se dire que tant que la volatilité ne sera pas morte, ça reste dangereux. Donc, il vaut mieux, plutôt que de se dire je veux le bottom à acheter à 3005 et avoir le prix tout en bas pour faire le malin devant les copains, c'est pas vraiment ça, en fait. Hein. Ça, c'est pour ceux qui vont vouloir jouer la hype Bitcoin. Généralement, le mec qui va en avoir acheté à 3005, il va te montrer son achat à 3005, il ne te montrera pas tous les achats qu'il tient depuis 17 000, 12 000 et Mhm, compagnie. Donc, il mhm, faut vraiment mhm. faire attention avec cette idée-là d'attraper le bottom ou cette idée que effectivement le bottom va repartir très très vite. Je pense, Après, holder, c'est pas ça, hein, c'est pas simplement ça le principe. oui, T'as les mais mecs qui justement, hold depuis 2010, c'est pas des traders, ils s'en fichent, quoi. Oui, mais Ouais, toi, le projet. oui, mais complètement. Mais Baptiste, là, à partir de maintenant, les stratégies buy and hold, quand tu les C'est inities plus au sein d'un compliqué. crack, C'est clair que tu c'est ne plus peux pas compliqué. le faire tant qu'il y a de la vol. Parce que tant qu'il y a de la vol, ça traduit de la spéculation. Et tant qu'il y a de la spéculation, ça veut dire que le crack, il est toujours en cours et tu n'as pas envie d'acheter un crack. On est tout à Tu fait traduis d'accord un là-dessus. point qui est vachement intéressant, c'est aussi, alors Baptiste, je rejoins ton avis, oui, les mecs qui ont buy and hold depuis 2010, ils ont eu raison, hein. Mais en attendant, tu vois, du buy and hold qu'on entend dans les communautés, c'est pas les mecs de 2010 hein, qui parlent, hein. Bah après, moi, je suis pas C'est d'accord. Les souvent des mecs qui ont mecs, buy voilà. and hold depuis 2010, ils ont commis une erreur notable. C'est de ne pas avoir revendu une bonne partie de ce qu'ils avaient acheté en haut. Ouais, mais Enfin, C'est t'inquiète, clair que ils d'un ont point de vue vendu en haut, trader, hein. là, Ils là, ont là, tu as raison. vendu. d'un point de vue trading, même un du buy and hold, au bout d'un moment, même si tu crois en la Non, mais C'est technologie, quoi qu'il stupide. arrive, la Ouais, prise de c'est pas le plus bénéfice, elle est quand rentable, même c'est clair. nécessaire. T'inquiète pas que les mecs qui ont acheté en 2010 ont pas mal décavé depuis, Ah oui, oui, parce oui, qu'ils non, ont mais ça, acheté des on apparts, est bien hein. d'accord. Ils vont On très est bien. bien d'accord. Mais Mais faut quand même le ce qui est rationaliser, important quoi. de savoir, c'est quand tu fais du buy and hold, quand tu arrives dans un marché, on va dire à l'heure actuelle, où ça fait que depuis 1 an, 2 ans que tu es dans les crypto-monnaies, donc tu as raté des vagues assez substantielles, c'est de savoir quand tu fais du buy and hold ce que c'est. Euh, Tu vois, on peut définir ce qui est par aussi ce qui n'est pas. Buy and hold, c'est pas penser qu'il y a un bottom tous les mois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, justement, dans cette recherche de bottom et de point bas, vont faire beaucoup d'erreurs parce qu'en fait, le point bas, c'est le moment où les mecs stressent et il y a toujours un point encore plus bas. Donc, il faut aussi être prêt à faire des erreurs quand on fait ça. C'est comme du trading. Bah, moi, je me pose Yes. une question en ce moment. C'est vrai que bon, ça fait des points hauts de moins en moins hauts, des bas plus bas forcément, qui
une bonne grosse tendance baissière. Voilà, je vais pas dire tendance haussière, ce serait totalement bête de dire ça. Bah, ça dépend encore une fois sur quel time frame tu regardes. En même temps, si tu Non, regardes en daily. daily, bah, les sommets et creux restent ascendants. Hein. Enfin, pas en daily, en hebdo par exemple. Bah, si tu considères des creux et sommets sur ces cycles-là, effectivement, Ouais, ça non, reste sur une voilà, tendance non. haussière le Bitcoin. Mais là, on est sur une phase où tu n'amuses pas nécessairement à acheter comme un couillon, quoi. C'est pour ça que je parlais bien du daily, parce que je veux pas trop. L'hebdo, on sait pas trop où ça va, même si pour l'instant c'est légèrement baissier. Mais le daily, clairement, voilà. Mais trader ou pas? Moi, enfin, telle est la question, j'ai envie de dire, pour reprendre un auteur connu. Mais je sais- moi, je sais pas trop quoi faire en ce moment. On est sur des Moi, si gros je devais points te donner une bas. réponse, c'est que honnêtement, déjà, même pour les professionnels en ce moment, ça commence à devenir pas compliqué, mais c'est plus compliqué. C'est un peu moins lisible sur le Bitcoin qu'avant. Donc, j'ai tendance à dire qu'un mec qui n'est pas expérimenté, si moi déjà je commence à avoir un peu plus de mal à choper des swings, c'est qu'un mec qui s'y connaît pas, il va probablement se faire se faire démonter tout le temps, quoi. Surtout ce type de marché-là où ça fait plus rien pendant un bon moment, donc tu as du mal à lire les cycles, et puis d'un coup, pour une raison X ou Y, bam, ça déclenche tout dans un sens, tout le monde suit. Mais tu as vraiment une très peu de visibilité sur la distance que peuvent donner ces mouvements, donc tu as surtout beaucoup de gens qui vont rentrer trop tard, puis derrière, ils vont se retrouver dans un micmac sans volatilité pendant 3 jours, puis ils vont dire, bon, ok, c'est mort, du coup, ils auront acheté la fin du mouvement haussier, et puis ils vont ressortir au pire au même prix. Dans le pire des cas, vraiment, ça va retomber et ils vont se dire, oh, du coup, j'ai chopé le mauvais prix encore. J'ai l'impression qu'en ce moment, les mecs qui traitent se font juste balader. Hein. Ah, clairement, j'en ai entendu dans Et, des connaissances qui sont fait rectes. Malheureusement. et je pense que dans ce cas-là, bah, effectivement, là, arrêter de trader, ça semble être la meilleure solution. Est-ce que En attendre tout cas, qu'une d'arrêter de trader sans stratégie, quoi. Parce que là, si la stratégie, là, c'est de on n'est suivre pas. et de se dire, le marché va me dire où aller, ouf, ouais. Là, on Est-ce n'est pas que du tout en octobre, novembre, décembre. On n'est pas du tout dans une phase d'acquisition. Là, on est plutôt dans une phase de vente. Attendez, les mecs, je vais voir. c'est pas grave, je vais reprendre la main. Deux standards. Mais voilà, donc moi je sais pas, est-ce que donc je pense qu'on pourrait conseiller au plus. Alors c'est pas du tout Déjà, on péjoratif conseille ni pas. rien, mais Déjà, on conseille pas quand ouais, même. non, voilà, on ne fait pas de conseils d'investissement, sauf s'ils sont bons. Non, je plaisante. Mais est-ce que on pourrait dire que pour les plus novices, ce qui n'est pas du tout péjoratif, hein, je le précise, attention, pour les plus novices, serait mieux sans doute d'arrêter de trader en attendant qu'une réelle tendance, avec une potentielle nouvelle tendance haussière se Après, je dessine. pense que, comme tu dis, faut pas forcément peut-être trader, mais se préparer à prendre des positions, des projets qui nous semblent intéressants. Pour ne pas en citer IOTA, par exemple, qui commence à être des prix intéressants d'achat sur du long terme. Bah Donc, c'est comme tu dis, pour ça que les je entre commençais à guillemets parler. novices, c'est vrai. Bah écoute, je te laisse introduire ton sujet alors, vas-y. Bah non, non, mais par exemple, j'ai regardé aussi ta vidéo Phil et moi ça fait un petit moment que je me questionne. J'ai encore vu IOTA à 80 centimes. J'ai pas vu ces prix-là depuis déjà l'an dernier. Bon, je sais que ça paraît, voilà. Je crois que c'était juillet de l'an dernier qu'on les a atteints. Après, on a eu le premier dump. Enfin, premier dump mineur hein, comparé à ce qu'on a eu récemment. On est Et passé à 30 centimes quand même sur IOTA courant Ah, septembre, je non, non, crois. les mecs, moi je l'ai vécu. Non, non, arrêtez. Putain, c'était pas un dump mineur. Non, non, bah c'est non, un. bah, Attends, tout dump est relatif par rapport au dump Non, qu'on ça a a été vécu. mal. Hein. Hein. Mais ceux qui avaient mis de la thune à ce moment-là en ont perdu. Hein, oui, je sais, pas s'ils ont besoin de fait le me le week-end. rappeler. Hein. Non, mais tu vois ce que je C'était veux mon tout dire. Non, premier mais FOMO. c'est que il faut vivre sa vie. Tu vois, moi j'ai acheté le Biota allez, je l'ai acheté à combien? À 70 centimes. Et pendant 6 mois, j'ai été perdant jusqu'au moment où j'étais gagnant. Donc voilà, on a aujourd'hui une phase qui est un peu bizarre, une phase voilà, de redescente qu'on vit depuis 4 à 6 mois. Faut la vivre. C'est comme ça que les cryptos deviennent intéressantes parce que tu vois, c'est très drôle, mais en décembre, il y avait tout le monde qui rêvait du moment où oh là là, je rêve que le Bitcoin revienne à 6000. Et regarde aujourd'hui, les mêmes mecs qui t'ont dit ça, bah, ils font vachement la gueule. Donc Ah non, c'est assez drôle. non, non, moi je suis Mais I'm happy, hein, t'inquiète. Moi, je ah, suis très moi, ça heureux me va. également. Ça me va Voilà, très moi bien. ça me va. Moi ça me va très bien. Ça montre aussi que bah voilà, il n'y a pas que les armes montent pas jusqu'au ciel. Et c'est très bien. Ça montre que c'est un marché qui est raisonné, sur lequel il faut se placer avec sang-froid. Maintenant, voilà, on n'est pas dans octobre, novembre, décembre où il n'y avait que des gagnants. Bah après, voilà, faut relativiser mes propos parce que le mot rationnel est pas forcément, on peut pas forcément l'employer dans ce contexte-là. Hein, mais j'ai l'impression qu'on revient sur des prix entre guillemets par rapport à l'actif, hein, je dis bien, qu'on revient sur des prix rationnels. C'est les prix que j'ai connus à l'époque, juste avant la grosse flambée monumentale qu'on a tous connue. Là, pour l'instant, je dirais,
c'est à la bonne période. Je pense que ça ira. Je vais pas trop m'avancer, mais je soupçonne Ouais, une non, petite mais baisse t'as raison, supplémentaire. on est sur des Mais prix de septembre, hein, tranquillement. Tu vois, on a un on- Bitcoin à 6, entre 6 et 7 000, tranquillement. Tout se passe bien, quoi. on est en train gentiment de retoucher des supports tranquillement. Voilà, pour l'instant, enfin, faut pas crier parce qu'on est arrivé en décembre avec un Bitcoin à 20 000 et que ça vaudra plus jamais rien. Voilà, faut rester rationnel. On est revenu sur des prix d'il y a quoi? On est en juin, 6, 7, bon, allez 8, 9 mois, on va dire, grossièrement. Voilà, faut pas s'affoler. Moi, j'ai envie de dire, avis personnel, c'est strictement personnel, je vais commencer à faire des rentrées en petite position pour du buy and hold. Sans doute que je serai perdant parce que je soupçonne encore une baisse, mais préparer quand même le terrain. Certes, après, quand on rentre avec des petites positions, petit pourcentage, bah, toi, Phil, qui est très bon là-dedans, faible levier, faible risque, on peut laisser courir. C'est ça, hein? Oui, oui, oui. Mais encore une fois, après, il faut quand même faire attention. Je pense qu'il y a une zone pour faire du buy and hold qui doit être testée avant de considérer buy and hold. Et pour moi, cette zone, on en est encore loin. D'où le Oui, fait que buy and hold maintenant, ça me semble pas rationnel, pas possible, dans le sens où, bah, pour moi, je pense qu'il faut qu'on ait déjà formé un semblant de structure qui ressemble à un bottom. faut que Et ce ça qu'on fait remonte. actuellement, ça semble plus à du range avant une rechute, plus qu'à un bottom. Donc j'ai envie de dire, buy and hold, ouais, mais attendre peut-être encore un mois ou deux pour te Ouais. positionner probablement au même prix que celui qui est actuellement, sauf que tu auras un bottom pour gérer ton risque. Alors qu'aujourd'hui, tu sais qu'il y a probablement un bottom qui va se former plus tard, mais tu sais pas où. Et si tu veux, dans le même choix où je me dis très probablement post-bottom, si on le fait, dans la structure que moi je visualise, et encore une fois, je suis pas du tout visionnaire, je sais absolument pas ce qui se passera, mais théoriquement, par rapport au schéma que je mets en place dans ces marchés-là, moi, je m'attends à une nouvelle baisse assez verticale pour aller racler un max de stop et trouver les acheteurs de long terme très rapidement à des prix très intéressants. Et ensuite, je pense qu'on va revenir se stabiliser sur la zone de prix qu'on cote actuellement. Là, ces 6 000 $ qui ont donc été un énorme support 3 fois de suite et on est encore en train de les tester aujourd'hui. Il me semble qu'après, ça redeviendra support. En fait. Je ne pense pas que ce niveau fera office de résistance, mais qu'on va probablement le casser, puis revenir se poser au-dessus pendant plusieurs mois dans des phases très faiblement volatiles. Et je pense que dans ce cadre-là, c'est là où en fait il faudra faire un buy and hold. Mais si tu veux, entre l'ayant fait aujourd'hui sans avoir vécu ce bottom et attendre, je pense, que ce bottom soit fait et ne pas chercher à chasser le couteau qui tombe et attraper le plus bas prix, ça c'est vraiment les spéculateurs qui vont faire ça. Donc je pense que dans du buy and hold, il ne faut pas chercher ça et se dire si on fait un bottom qu'on va à 3005, peut-être même 2005, on ne sait pas en fait, on n'en sait vraiment rien. Après, on reviendra, je pense, très probablement se stabiliser assez rapidement vers la zone des 6 000 $, peut-être légèrement en dessous. Et je pense que c'est là, si tu veux. Si on revient se positionner là, que la volade s'écrabouille, je pense qu'ici, tu viens, tu fais ton fameux buy and hold, mais tu as au moins une idée de la gestion du risque. Tu sais qu'après avoir chassé les stops, au plus bas, on a réussi à aller à 2000. Tu sais que ce prix, on peut peut-être y revenir une fois, peut-être deux, peut-être aller légèrement en dessous, mais au moins, tu peux gérer ton risque. Alors que là, tu es vraiment dans l'inconnu complet, en fait. Ouais, c'est ça. On est dans une situation aujourd'hui où le risque est maximal. Donc, Ouais, donc pour moi, buy and on a hold, une c'est zone qui est pas. testée, on a une zone à 6000 qui est en train d'être testée de plus en plus, qui plus elle est testée, moins elle est solide. On n'a pas de nouvelles comme un Bitcoin Cash ou des conneries comme ça, qui sont des mauvaises nouvelles, mais qui étaient des nouvelles qui avaient stimulé le marché l'année dernière. Ah, Bitcoin Donc il Cash faut se c'était rappeler encore ça. différent. C'était un des tout premiers. Enfin, c'est pas un des tout premiers, hein, voilà, toujours à relativiser, mais c'était quand même un des premiers forks à grosse échelle où Très justement, médiatisé, oui. ouais, voilà, très médiatisé où personne. Ah, ça veut dire que Bitcoin vont se transformer en Bitcoin Cash. Ah, mais ça veut dire qu'on aura deux fois plus de valeur ou que ça va être divisé. Ah, ça veut dire que le prix du Bitcoin va être divisé par deux pour aller sur Bitcoin Cash. Enfin, j'ai entendu des choses, mais aujourd'hui, on en rigolerait tous. Mais j'ai entendu ces choses, c'était. Oh, fais gaffe. Tu peux en Ouais, entendre des conneries quand même dans la c'est communauté, vrai, même aujourd'hui, hein. c'est vrai. Ah, mais aujourd'hui, le Mais marché tu est vois, plus éduqué qu'il y a un an, quoi. Tu vois, par rapport à septembre où il y avait comme une arrivée de bah débutants oui, sur le marché pour faire de la monnaie facile, maintenant les gens sont plus éduqués et ont appris une espèce du oui, crack. oui, mais les voyous sont mieux organisés aussi, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que Oui, c'est c'est pas faux. Puis il y a d'autres voyous surtout, moi j'ai envie de dire. On le voit dans la structure voilà. des prix qu'il y a d'autres acteurs qui sont en train de rentrer là. C'est exactement ça. Par contre, on voit très bien une entrée d'acteurs un peu plus consolidés, etc. Là, ce qu'il faut se dire, c'est que si tu investis pour faire du buy and hold aujourd'hui, tu es dans une zone de risque maximale. Voilà, c'est tout.
Ah, Après, chacun prend son risque. ça, j'en ai clairement conscience et c'est pour ça le faible levier est totalement à 200% de mise. Mm. Je sais pas, une sorte de ressentiment. Et même dernièrement, j'entendais encore, comment ça s'appelle, je crois que bah, du coup, il y avait le fond, je sais pas comment on appelle ça, euh, le point d'entrée, mais pour les institutionnels, via Coinbase, enfin qui est une des solutions aussi que Coinbase commence à proposer. On m'a parlé aussi ce matin d'un site qui faisait de l'OTC comme ça, enfin hors exchange, pour les institutionnels. Alors j'ai plus le nom, il faudrait que je le redemande à la personne et potentiellement que je transmette le lien du site ou de l'article en question Non, mais si, c'est comme la plateforme Nasdaq qui est en train d'ouvrir et qui whitelist ses nouveaux inscrits. voilà. Alors je vais pas dire ah voilà c'est exactement comme les futurs de la CMA, les futurs de la CMA arrivent, voilà c'est bon ça va remonter, nanana. Non, Oh bah, tu mais parles, le jour où ça a été ouvert, c'est le jour où Bitcoin s'est pété la gueule. Tu regardes, non mais c'est vrai, tu regardes le oui non jour non, d'ouverture du j'extrapole. futur, je te jure, avant qu'on remonte au-dessus du prix d'ouverture du futur, je pense qu'il faudra plusieurs années, hein. Si Ouais, on le mais bon, fait, d'un autre côté, si on le d'un autre fait. côté, le prix d'ouverture du futur, c'est un all-time high. C'est Hein? facile, hein, de... Oui, oui, Le voilà, prix mais d'ouverture là, du oui, pour le futur, coup, c'était le plus haut. C'est oui, oui, facile, hein. c'était son plus haut, et effectivement, ça n'a pas été Pour enfin, moi, ça a pas été un pour moi, pour catalyseur le haussier, coup, malgré ce voilà, que les gens pensaient. pour le coup, c'était, enfin, tu vois, pour le coup, est-ce que les futurs sont une raison de la descente? Peut-être. Non, Est-ce que non, je c'est pense la pas. raison de la descente? Pas du tout. Je veux dire, Il y la Alors, raison avait de il la y avait descente, trop de c'est que c'était volume. trop haut. Enfin, il y avait pas, pardon, il y avait pas assez de Voilà. volume sur la CBOE, je crois, pour pouvoir dire on fait plomber le cours. Non, soit c'était lié à la CBO, mais de façon indirecte, des traders qui se sont amusés sur les marchés Alors après, attention, crypto. il faut faire très attention. Le futur, généralement, dans un point de vue institutionnel, c'est-à-dire qu'encore une fois, il faut que tu penses institutionnel. Le marché futur sert souvent de couverture. Donc, il faut te dire que ça a peut-être servi tout simplement de couverture institutionnelle pour des gens qui achetaient, qui vendaient probablement des bitcoins. Et on va voir, voilà. Enfin, ça. Moi, je pense que ça a apporté une certaine forme de liquidité qui a permis une stabilisation du marché, mais comme à ce moment-là, on était sur des prix exorbitants, bah, il va de soi que naturellement, ça a quand même tiré à la baisse. Mais je pense que là, ça a permis une couverture pour des gens qui se seraient probablement pas permis, si tu veux, d'aller sur le marché et qui se sont dit, je vais peut-être effectivement, dans les creux, acheter un peu de Bitcoin et gérer mon risque avec le futur. Bon, enfin, ça, c'est difficile à expliquer, mais c'est des stratégies de gestion. Si, bah, la couverture, c'est un grand classique. C'est ce que tous les hedge funds font, enfin la quasi-totalité, il me semble. Voilà. Je pense qu'il y en a beaucoup justement qui se sont lancés sur quelques petits altcoins en couvrant sur effectivement un risque baissier en vendant les futurs BTC. Voilà. Après, c'est à voir, mais effectivement, l'un dans l'autre, je pense qu'il y a franchement eu vachement plus de volume vendeur à la demande sur ces FUT qu'acheteurs, hein. Aujourd'hui, est-ce que le BTC est toujours l'homme fort des crypto-monnaies? Moi, c'est une question que je me pose tous les jours, Oui, hein. this Plus is Moi, le de ma vision, ouais, Bitcoin aussi, God. je te dis oui. Ouais, je te dirais oui. Mais après, encore une fois, moi, j'en sais rien. Et franchement, niveau tech, je te dis vraiment, je suis une bille. C'est limite si moi, tu me sors de la blockchain et du grand mot que tu dois quand même comprendre pour utiliser. Franchement, au-delà de ça, moi, quand on me parle des fois des forks, des machins, des bidules, du Segwit, je comprends, si tu veux, ce que ça fait dans un terme opérationnel. Mais alors, vraiment, derrière, je comprends que dalle. Moi, la différence du fork Segwit, je suis là, bon, ok, c'est quoi? Donc, tu vois, Non, c'est mais qu'on soit bien clair, hein, si on dit qu'il y a des différences, en fait, tout ça, c'est du jargon qui est quand même un peu là pour t'embrouiller aussi, hein. Oui, oui, mais après, je pense que c'est quand même une technicité qui est intéressante pour une personne qui va, par exemple, investir beaucoup plus de son portefeuille dans la crypto, même si j'insiste, d'ailleurs, je la glisse au passage, mettre tout son portefeuille dans la crypto est une aberration stupide, que ceux qui s'amusent à la faire s'en mordront les doigts bientôt. Mais voilà, après, évidemment, ceux qui veulent vraiment avoir un investissement plus poussé, c'est-à-dire, on va dire, par exemple, tout ce qui est au-dessus de 30 à 40% d'un portefeuille en crypto, là, il faut quand même sérieusement se bouffer de la technologie. J'ai envie de dire, là, c'est obligatoire. Bah, après, faut bien faire C'est que attention, dalle, hein. parce que là, on parle quand même de technologie. Bitcoin ci, Bitcoin ça. La plupart du temps, alors c'était pas pour nous embrouiller, mais c'est juste une grosse bataille de pouvoir. Pour l'instant, Oui, je vais non, pas mais dire qu'on parle attends. réellement de grosses technologies, mais plus de bataille de pouvoir entre. Je vais pas dire. Je vais généraliser, hein, me prenez vraiment pas au mot, je vais généraliser, mais là, il y avait la partie Bitmain à l'époque, il y avait Bitcore, enfin Bitcoin Core, pardon, il y avait encore d'autres camps, voilà.
Et puis au final, on a eu Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Diamant, Bitcoin Pizza, Bitcoin Panda, je crois, ou Chocolate Bitcoin. Enfin, où est-ce qu'on en est arrivé? C'était une bataille de. Il y a des mots que j'aimerais dire que je ne peux pas, malheureusement, mais c'est voilà. Franchement, honnêtement, la C'était bataille, même pas une elle est beaucoup bataille. plus stupide. C'est ça, Ah. c'est la fluorescence débile que tu as dans toutes les bulles, où en fait les mecs se rendent compte qu'il y a un paquet de gogos qui achètent tout et n'importe quoi, et un paquet de robots qui achètent. En fait, on en avait parlé la dernière fois. Le truc là, Blockchain T, je sais pas quoi, qui a fait 800% en 2 jours l'action, juste parce qu'elle a changé son nom, elle a renommé son nom en blockchain, je sais plus quoi. Enfin, c'était là, tu lis des trucs pareils, tu te dis mais non, mais sérieux quoi. Même Kodak pendant les aussi. années 2000, ils osaient même pas nous faire des trucs aussi gros quoi. Et ça a marché, mais le pire c'est qu'un truc comme ça, quand ça fait les gros titres, normalement l'action le lendemain, elle se repète la gueule et elle retrouve sa valeur normale. Là, non, que dalle, ça a tenu pendant un bon moment. Et tu te dis mais c'est fou, c'est complètement fou d'arriver à créer des Ponzi pareils. Mais Et on surtout en que ce revient à la soit aussi bulle.com. gros. Tu mettais une startup.com et tu Oui, touchais le oui. grelot. C'est exactement la même Oui, chose. oui. Ben, c'est exactement la même chose, évidemment, mais c'est l'apanage de toutes les bulles. C'est que ça finit jamais bien, ces trucs-là, quoi. Tiens, d'ailleurs, c'est vrai qu'on a beaucoup débattu sur trader ou pas la crypto, mais qu'est-ce qu'elle nous dit la crypto en ce moment? C'est mis à part le gros dump avec le petit contre-tendance correctif haussier qu'on a eu là ces quelques dernières heures, je précise, hein, vraiment quelques dernières heures. C'était quand? C'était hier, il me semble. Le petit pic haussier qu'on a eu, la petite reprise, on a essayé de briquer par le bas, non? Moi, je sais pas. Moi, tout ce que je dis, c'est on est sur un support. Si tu vends avant qu'il ait cédé, tu es bien mal barré. La preuve en est, hein, regarde, on a glissé sous le support, on a essayé de déclencher les stops. Il se passe quoi? Le marché se reprend. Donc, donc je pense il faut faire attention. Vraiment, hein, comme je te dis, je pense que c'est un marché de flux qui, au final, va faire l'opposé de ce que font les particuliers. C'est-à-dire, si les particuliers vendent, ils vont acheter. Si les particuliers achètent, ils vont vendre. Je pense tout simplement que là, c'est robotisé, entre guillemets, et c'est stratégie contrarienne. C'est-à-dire qu'en ce moment, bah, malheureusement, quoi que tu fasses, tu vas avoir tendance à faire la même chose que tes semblables, c'est-à-dire les autres traders particuliers. Et malheureusement, la plupart du temps, tu vas être une cible bête et méchante, parce que ces mecs-là vont tout simplement faire l'opposé de ce que tu fais. Donc malheureusement, quand tu joues dans des cas comme ça, ben, moi j'ai envie de dire, si tu veux jouer et sortir ton bénéfice de ce type de marché-là, il n'y a que 2 solutions. C'est choisir un camp et vraiment attendre un bon timing pour se positionner. Et si tu te chies un peu sur le timing, tu pourras quand même récupérer, je pense, un gain ou un break-even. Alors, break-even, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire le prix d'entrée. Hein. C'est-à-dire, en gros, bah, tu vas ressortir sur ton prix d'entrée, tant pis. Et tu vas te rendre compte que le marché n'est pas dans le sens que tu avais anticipé. Et si tu fais ça bien, normalement, tu peux très rapidement gérer ton risque, soit remonter ton stop ou le payer. Et puis, en fait, derrière, tu laisses. Voilà. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut traiter ce marché, en fait. Se dire que là, honnêtement, sur le support, c'est 50-50. Et chercher à savoir et se dire je sais, alors je mets du pognon, c'est probablement la plus grosse des conneries à faire. Mais si jamais toi qui parles beaucoup toujours d'aller chercher les stops, que ce soit haussier ou Oui. baissier, il y a un très bon bot sur Twitter, c'est Whale Calls. Je vais vous le retrouver, je vais vous le noter avec le petit hâte dans le chat live, ou je le mettrai dans la description de la vidéo YouTube. Très bien sponsorisé. C'est un bot social, c'est ça? Il va récupérer tous les messages des gens qui mettent SL ou stop loss, c'est ça? Non, du tout, c'est comment ça s'appelle? C'est juste un bot qui se déclenche quand des stops se font sauter. Tout simplement. Je crois que il me semble, je sais plus si c'est sur OKCoin qu'ils les prennent ou ce genre de choses. Il y a Well Calls Alt aussi, qui lui sonne un peu plus souvent, mais ça te prévient d'absolument tous les stop loss qui sautent, que ce soit en short ou en long. Et franchement, ça te prévient de tous les mouvements, c'est top. Je m'en sers depuis des années déjà, enfin des années, Oui, non, mais des il mois, faut te pardon. dire que de toute façon, il faut voir comment le bot est paramétré. Mais théoriquement, en fait, des stop loss, il y en a qui se déclenchent tout le temps. Ça dépend juste de time frame. Voilà. Mais Les là, tu as gros des gens mouvements. qui, par exemple, scalpent à court terme. Mais là, par exemple, à cette minute-là, il y a forcément des stops qui viennent de déclencher. Et puis voilà. Non, c'est que les gros mouvements. C'est en général, c'est entre 500, je crois que entre 500, 1000, 2000, 3000 contrats. Ok, en Enfin, fait, c'est c'est vraiment sur surtout un bot qui va détecter des mouvements de prix rapides, quoi. C'est tout. voilà, des grosses. Sinon, il y a aussi le bot de BitMEX. Il s'appelle Rect. Lui, c'est REKT en majuscule. Alors, lui, il est excellent. Des fois, il nous donne des 10, 20, 30 millions qui se font gicler comme ça. C'est énorme. Ça, c'est juste pour le plaisir à voir. Parce qu'il sonne tout le temps et c'est
un petit peu chiant. Ouais, bah après, moi, honnêtement, c'est pas vraiment nécessairement un marché à stop, en fait. Parce que c'est plus un marché émotionnel, c'est-à-dire qu'on va te balader, en fait, on va te faire croire que ça monte. Et puis quand ça monte, on voit, en fait, où se trouvent les demandes. C'est-à-dire qu'il faut te dire que ces robots-là, ils ont un avantage que tu n'as pas. C'est qu'ils ont une profondeur infinie sur le carnet d'ordre. Ils voient vraiment tout. Ils enregistrent les mouvements pour savoir où se trouvent l'intérêt des investisseurs. Ils vont dire, bon, ben voilà, la dernière fois quand on montait, on est venu s'intéresser à cette zone-là, donc c'est probablement qu'ici, il y a un intérêt avec plein de stops. Ben, si on peut aller déclencher ça, on va y aller. Donc en fait, il faut te dire une chose, le marché, quand il ne sait pas trop quoi faire, il va chercher la liquidité là où elle existe. Et malheureusement, ben, quand tu n'as pas de professionnels qui travaillent, c'est-à-dire que tu n'as que les particuliers qui font mumuse, et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe en ce moment. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de volume en fait sur le Bitcoin en ce moment. Donc tu te dis, bon, soit tu as des gens qui veulent acheter et qui exécutent des petits volumes petit à petit, qui absorbent petit à petit la masse, mais ça donne surtout à penser que là, sur ce support, il n'y a surtout que du particulier qui vend, qui achète, qui vend, qui achète, et tu as juste quelques robots qui s'activent quand ils détectent un excès de marché. Trop de vendeurs, bah, ils achètent, trop d'acheteurs, ils vendent, et je pense qu'il n'y a que ça en fait. Et le marché, là, bah, au bout d'un moment, il va casser une des deux bornes, soit la résistance, soit le support, puis on aura une tendance. Mais honnêtement, je ne sais pas si le choix qui sera fait sera réellement un choix qui aura été voulu par des gros investisseurs. Je pense que c'est simplement, au bout d'un moment, on va péter une borne et puis tout le monde va suivre Bon, sans en vraiment fait, savoir pourquoi. c'est surtout ça. Enfin, s'il y a quelque chose que j'ai cru comprendre et que j'ai quand même commencé à cerner depuis le temps, c'est un marché qui va se déclencher, les mouvements qui vont être entre guillemets décisifs, soit haussiers, soit baissiers, c'est toujours déclenché au stop loss. Bah, je peux faire référence soit, à l'époque, par exemple deux grosses références, et d'ailleurs l'une, mon prof de l'époque s'est fait piéger dedans, c'était l'an dernier, quand on avait eu une grosse mèche d'un coup, c'est parti de Bitfinex tout ça. On a une grosse mèche d'un coup, on était à 7000, un petit peu moins, 6800 et des patates. Et d'un coup, grosse série de stop loss pété. Boum, 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 on s'en allait taper les 8000. Bon, bien sûr, après, vu que c'était que des stop loss sans forcément de force ni de volume, c'est retombé. Voilà. Rien que dernièrement aussi, la bougie qu'on a fait en H1, c'était en avril, il me semble, la bougie de quoi 10-12% qu'on a fait d'un coup en H1, H2. Ah oui, 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 celle-là a été absolument magique. Mais ça, par contre, on en avait parlé. Celle-là, elle était anticipable. C'est-à-dire que moi, je m'en suis voulu de ne pas l'avoir vue. D'ailleurs, j'ai fait partie des gens qui se sont fait déclencher des stops ici. Alors moi, évidemment, ça ne m'a pas coûté une grosse perte parce que je n'avais pas fait ça n'importe comment. Mais je regrettais longtemps de ne pas avoir vu ça. Tout simplement, ici, on avait un très, très gros décalage. C'est-à-dire que tous les particuliers vendaient le support. Et on avait plus de demandes de volume vendeur que de volume acheteur sur un support. Et ça, quant à ça, généralement, c'est ce que je vous avais dit, tu as des robots qui voient le déséquilibre et qui se disent « Ok les gars, vous vendez un support qui n'a pas cédé, ben moi j'achète et puis je vais vous rec les stops. » Effectivement, c'est ce qui s'est fait. C'est-à-dire que derrière, tu avais tellement de particuliers leveragés avec des stops tout petits qu'il suffisait d'injecter quelques millions dans le marché pour déclencher une ribambelle de stops et créer en fait un effet complètement inspirant, dingo. Mais je pense que ça, c'est un algo qui a détecté et qui s'est dit « Allez, chouette, c'est bon, on y va. » Et puis derrière, c'est ribambelle de stops, tout le monde suit le merdier. Même hier, il a sonné deux fois et en sens contraire. En plus, Well Calls, dont je vous parlais tout à l'heure, c'était hier ou c'était samedi soir, entre samedi soir quand il a commencé à vraiment tomber bien comme il faut. Déclenchement de stop de long qui se faisait, de long, il se faisait liquider en masse. Nanana. Quelques heures passent. Bon, personnellement, j'étais d'avis, j'étais plutôt bearish. J'ai pas pris de position, mais j'étais vraiment plutôt bearish. Et là, d'un coup, boum, liquidation de short en masse, poup, grosse bougie verte. Bon, et là, signal d'alerte en bleu, quoi. Non, mais voilà, bon. C'est marché à couillon. Hein. Il faut pas, je pense, faut pas surréfléchir là-dedans, quoi. C'est soit tu joues un gros swing et t'es vraiment soft sur le stop et t'acceptes de le bouger au nécessaire et t'es patient, très patient. Et puis si le scénario déclenche pas, il déclenche pas. Au bout d'un moment, il faut quand même invalider. Mais je pense que là, honnêtement, tous ceux qui jouent à court terme, là, j'ai pitié de leur compte, quoi. Ils doivent se faire démonter, mais au possible. Voilà. Là, en ce moment, si tu veux être un apprenti trader en herbe, que tu n'es pas trop expérimenté et tout, attends un meilleur moment où les signaux sont plus clairs, quoi. Paper trading pour le moment. Je crois que c'est le mieux à faire. Voilà. Je veux dire, fais pas de trading si... Enfin, tu vois, là, c'est du trading... Quoi.
Faut que ce En soit. fait, moi, je pense que c'est la situation la plus compliquée si tu dois faire une sommation un petit peu de ce qu'on a en ce moment. Donc, hebdomadaire, tendance baissière. Daily, on est tendance baissière, mais sur un support. Donc, c'est extrêmement compliqué de gérer ça. Et en plus, on forme des ranges sur ces supports. Des ranges qui restent baissiers, mais moi, j'ai des structures de stabilisation. C'est-à-dire que ça laisse à penser que même si on baisse, on est déjà en train de préparer des consolidations, en fait. Et donc, on est sur un marché qui consolide sur un support dans une tendance baissière. C'est la situation la plus compliquée parce que si ça cède, c'est normal, tendance baissière, la tendance l'emporte et dans ce cas-là, on casse le support. Si le support tient, malheureusement, tu peux rien faire d'autre que de l'acheter. Hein. Par définition, un support, c'est une zone où on a plus d'achats que de ventes, donc ça fait remonter les prix. La seule question ici, ça va être de savoir combien de temps il va falloir passer sur ce support et quelle sera la sortie. Si la sortie est baissière et très rapidement, ça veut dire qu'il y avait très peu de volume à l'achat sur cette zone-là. Si malheureusement ça fait une réaction haussière après y avoir passé 3 semaines et exécuté très peu de volume, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de demandes vendeuses, mais que les vendeurs, qu'il n'y a pas beaucoup de demandes acheteuses, pardon, mais que les vendeurs veulent revendre plus haut. C'est ce qu'on appelle un rebond technique. Et moi, je pense que si on remonte, c'est ça qui nous attend. C'est-à-dire probablement pour les vendeurs de revendre à meilleur compte. Petite question là rapidement, là c'est la Coupe du Monde, on a un pronostic en ce moment, donc si on faisait notre pronostic en mode tour de table, ce support il va tenir ou il va péter? Cassé. Le Bitcoin moi, je ne saurais pas. Franchement, c'est 50-50. N'ayant pas le choix, n'ayant pas de conviction. Si tu veux, moi, tous les jours, quand je fais mes machins, j'essaie à la fois de donner l'appui technique et de donner ma conviction quand même au travers du truc. Et je pense que les mecs commencent à comprendre. Et honnêtement, moi, j'ai plus aucune conviction sur le Bitcoin. J'ai pris un billet acheteur, mais alors vraiment avec des leviers microscopiques. Donc, je préférais que ça monte, si tu veux. Mais je m'en fous parce que si ça baisse, je vais déclencher des stops et je vais revendre et je gagnerai de l'argent plus rapidement puisque ça baissera probablement plus vite. Donc dans les deux situations, ça me va. Mais pour l'instant, le support n'ayant pas cédé, je préfère rester acheteur. Maintenant, je me dis si ça cède demain. Baptiste, c'est quoi ton avis, toi? Un personnel boule de cristal, on peut pas vraiment savoir. Vas-y, un petit pronostic pour se faire plaisir. Moi aussi, moi aussi. Tu vois, il y a quand même beaucoup de gros acteurs qui vont rentrer. Tu as beaucoup de gros acteurs qui sont en train de rentrer. Il y en a beaucoup de. C'est aussi à double tranchant, ça peut être très très risqué pour la volatilité et puis pour beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de grosses plateformes qui se professionnalisent, notamment le Nasdaq qui a ouvert ses présélections. Il y a déjà 500 000 inscrits. Donc, tu as beaucoup, comme je disais tout à l'heure, des choses qui sont un peu off-chain en termes d'achat. OTC. Pardon, OTC, excuse-moi. Pas de souci, t'inquiète. Et tu as beaucoup de gros acteurs qui savent pas comment rentrer. Donc, s'ils arrivent à rentrer et faire un peu de volat et un peu de grossir de volume, ça peut être intéressant sur le futur, quoi. Donc, peut-être fin d'année, c'est peut-être un peu tôt. Mais ce qui est sûr, c'est que l'an prochain, ça redémarrera bien, quoi. Tu vois, là, on arrive vers l'été. Tu réponds ou pas? Cette zone, elle tient ou elle casse? Moi, honnêtement, je vois pas d'activité professionnelle ici. Hein. Je préfère être franc avec vous, les gars. Je ne pense pas qu'ils soient en train d'acheter maintenant. Hein. Donc, moi, c'est deux options. Soit ils vont acheter plus bas et on casse, soit on remonte pour qu'ils puissent vendre plus haut. Mais je vois pas d'autres options. Non, c'est clair. Ça que j'attends. Moi, ce que je vois là, c'est que les mais ça va casser. On n'est pas au bottom. On n'est pas au bottom encore. Pour moi, on casse ce support. Ce n'est qu'un pronostic. Hein. J'ai pas de boule de cristal. En plus, je suis très mauvais trader. Mais pour moi, on est sur un support qui va pas tenir. Pourquoi? Parce qu'en plus, on vit des périodes de bas et de haut aussi à l'été. Mais que là, je vois pas de nouvelles techniques, en tout cas, qui vont nous amener bien. Néanmoins, on est en train de rentrer dans un moment où effectivement l'accumulation peut devenir une bonne chose. Mais je veux dire, c'est aujourd'hui du trading. Là, aujourd'hui, c'est pour vraiment des gens avertis. Des fois, il faut savoir que dans la vie, des fois, il ne faut pas rentrer. Des fois, c'est pas le bon moment. Et quand tu es joueur débutant, c'est très compliqué à comprendre. C'est-à-dire que quand tu veux rentrer et que c'est pas le bon moment et que tu es pressé, et ben, tu n'es pas content d'attendre. Moi, c'est surtout, après, j'avais expliqué ce biais-là. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Je pense que c'est surtout que pour la plupart, c'est des biais psychologiques de gambling, c'est-à-dire vraiment du joueur maladif qui a connu le bonheur, l'euphorie, l'adrénaline, tout ce que tu veux, l'endorphine, de la phase de hausse bullesque, qui a malheureusement connu derrière les émotions peut-être négatives avec la phase de crack, ou positives, hein, qui sait, parce que la volatilité, au bout d'un moment, là, cette personne-là, elle a peut-être compris qu'il fallait reverse, elle a peut-être mis à profit la volatilité. Et je pense qu'en ce moment, ces gens-là commencent à souffrir parce qu'on sent que la volatilité se réduit.
En fait, elle revient juste à la normale. Et je pense que la plupart du temps, ces gens sont dans des biais émotionnels qui font qu'ils ont envie de revivre ce qu'ils avaient vécu et que pour ça, ils reproduisent les mêmes schémas. Sauf que, encore une fois, et je le dis toujours, si vous respectez les mêmes schémas dans des marchés au contexte différents, ça vous coûtera très cher. Donc, il faut être très prudent. Hein. Ce qui s'est produit pendant les phases de bulle et les phases de crack ne sont pas des marchés. C'est pas ce qui se passe dans un marché normal, et on va revenir vers un marché normal. Donc, en fait, il va falloir vous rendre compte que vous étiez dans les étoiles, au milieu du ciel bleu et des licornes, et que, en final, la réalité sur Terre, elle est bien différente, quoi. Donc, je pense que la plus grande erreur, en fait, elle est là, c'est d'essayer de réappliquer des vieux schémas qui ne remarcheront plus avant peut-être des années, et encore si on recrée une bulle. Et c'est hautement conditionnel. On en recréera une. Non, qu'est-ce que tu en sais? Encore une fois, théorie du chaos, tu ne sais rien et tu maîtriseras jamais rien du tout. Moi, je prends comme référence McAfee. Il a dit en 2020, Bitcoin à $1 million. Je lui fais confiance. C'est un noble de parole. Putain, c'était mal barré là. Là, plus sérieusement, moi je vois un bon gros. À la limite, pourquoi pas un petit redressement haussier, quelques jours, quelques heures, comme on a l'habitude. Non, mais le pire, c'est qu'on pourrait former un bottom ici et puis se mettre à démonter les résistances. Moi, je le disais, tu vois, si on arrive ici et qu'on se bloque à 6002 et pour une raison X ou Y, derrière, on arrive à déborder les 9006. Moi, je le dis maintenant, en hebdo, si on pète des résistances, mais des résistances hebdo, donc si on arrive à péter 9006, pour moi, il n'y a plus de tendance baissière. Ça reste baissier tant qu'on n'arrive plus à casser de résistance. Maintenant, si on y arrive, encore une fois, tout est toujours possible. Anticiper le marché et se dire, je sais que c'est ça qui va se passer, parce qu'au final, moi j'ai quand même depuis le début, et ça fait en fait, j'ai envie de dire, la target que maintenant tout le monde commence à voir à 3500, 4100, moi j'en parle quand on était à 18 000, tu vois, à 17 000, j'avais déjà donné ces zones de prix. Donc, c'est pas encore pour dire que j'étais plus malin que les autres, mais c'est juste tout simplement, maintenant que tout le monde les voit, et si on n'y va pas? C'est à chaque fois, ça se passe comme ça. Moi, on n'y va tout simplement pas. Tout le monde derrière va nous faire du FOMO, du diable et compagnie. Mais voilà, encore une fois, pourquoi pas? C'est la théorie du chaos. C'est simplement que si tu penses maîtriser le marché, il te maîtrisera quoi qu'il arrive. Et tu auras probablement tort en plus à lutter contre ça. Donc, bonsoir les crypto-dingos. Salut, il y a la bourre. Je suis là, je vous écoute depuis tout à l'heure. J'ai dit, je vais ouvrir un peu ma bouche, sinon ils vont me pomper le sang. Tous. On attendait que ça, mon les gars, j'ai mis un petit graphe illustratif sur la page analyse technique. Et en fait, si on peut observer, si vous me permettez, en 4 heures, on est sur une tendance en ligne. C'est une tendance bulldozer. C'est une structure de ligne, c'est-à-dire c'est un mouvement assez étroit qui a pour but d'enfoncer les résistances ou les supports. Là, dans le cas, c'est les supports. Et on regarde que la structure est organisée avec des phases baissières de 7 jours baissières, 7 jours haussières, et là, on est dans une phase baissière. Donc, ce mouvement, qu'est-ce qu'il fait? Il a des comportements où toute la structure, en fait, se met vendeuse. Et à un moment donné, la structure, elle va se comporter de deux manières dans cette ligne. Elle va soit exagérer par le bas. Si elle exagère par le bas, ça veut dire quoi? Que tout le monde était vendeur, et à un moment donné, il faudra se racheter, on va créer le support. Donc ça sera sûrement à la fin de marché, ça sera le retournement de marché. Ou alors, on en sort par le haut de cette structure, et dans 76% des cas, quand on en sort par le haut, en clôture, on vient refaire un plus bas dans cette sortie de ligne. Donc les indications sont très intéressantes. Tout à l'heure, tu parlais des prises de position. Quand le marché est baissier, une grosse bougie verte qui vient contre toi, eh bien c'est le meilleur moment pour vendre. Ça fait peur, hein, c'est sûr. Tout à l'heure, tu cherchais des zones pour vendre, par exemple, tout simplement pour un trader débutant. Chercher des zones de moitié, c'est des fois les zones les plus confortables, comme on vient de faire, on vient de descendre. Là, on vient de retracer 50% du mouvement précédent. Donc, 6300, c'était une zone de vente assez naturelle, pas très chère à la vente. C'est intéressant de tenter une vente à 6300 pour continuer cette phase baissière de 7 jours qui est dans cette structure de ligne baissière. Woli wolou. Tous les graphes sont en illustration sur analyse technique. C'est vrai que moi, quelque chose qui m'a toujours ébahi. Bon, là, on sort un petit peu du contexte, mais ça m'a toujours subjugué. De par juste. Alors, je vais grossir les choses au total. Quelques lignes des prix qui apparaissent dans des chandeliers, on arrive à définir tout un mouvement de prix et une psychologie derrière. Moi, je trouve ça. Faut quand même le dire, ce boulot
Bah, et c'est ce qu'on avoir appelle raison. du C'est pattern. Après, c'est pas méchant, mais c'est ouais, non, effectivement le mais marché, il se reproduit parce que ça induit une psychologie en fait. Comme tes patterns se c'est pas reproduisent, forcément ça que j'essaie de dire, mais je trouve ça impressionnant en fait. Le job qui est fait pour comprendre tout ça, comprendre toute cette et on psychologie, tous comprend ces C'est jamais une vue de rien. l'esprit. C'est une vue de l'esprit, ça n'existe pas. Mais oui, on comprend rien du tout. Tout le monde trace des mouvements précédents. Il y en a qui utilisent les bandes de Bollinger, d'autres les droites de tendance. Il y a tellement de techniques qui sont mélangées, le Renki, le Kagi, le Renko, je sais pas quoi, le truc en ligne. En fait, ça fait un brouhaha chaotique. Et en fait, ce qu'on fait là, c'est une vue de l'esprit. Ça n'existe pas. C'est juste des codes qui nous disent, bah, ça c'est le prix, ça c'est le prix. Mais sinon, c'est totalement subjectif. Oui, ça te permet en fait de te donner une illusion de confiance pour que tu tiennes ton trade sans être complètement fou. Parce que qui pourrait arriver à accepter la théorie du chaos? C'est-à-dire te dire en fait à chaque fois que tu places un trade, tu sais pas ce qui va se passer. Pour l'esprit humain, c'est complètement inconcevable. La Donc, réalité, nous, on voilà, la remplace ce réalité, c'est vide qu'on sait rien. par ça, quoi. Par cette fausse, enfin, par ces stratégies qui sont des projections et des vues de l'esprit qui te permettent de pas devenir dingo quand tu trades, en fait, tout simplement. Alors aujourd'hui, je vais parier sur la hausse. Ouais, ça me paraît bien. Puis demain, moi, ça me paraît baissier. Alors, monsieur. Mais oui, c'est ça. Il faut avoir la liberté, en fait, avec le marché, de ne pas rester figé sur des convictions. On a des convictions instantanées et plus ou moins, à un moment donné, il faut changer le biais si on est capable et essayer des fois d'être souple et changer une stratégie quand vraiment ça devient catastrophique. Il ne faut pas rester non plus Moi, je ne dans le suis pas ciment, quoi. d'accord. J'apprends aux gens de faire l'inverse, justement. Il vaut mieux Ah, parfois rester dans rester dans le l'erreur. pied. Oui, Mais d'accord. par Mais contre, il faut être bon dans le timing. On peut se planter quoi qu'il arrive. Je vais te dire, hein, le mec qui vendait le Bitcoin pendant la bulle, s'il a fait ça bien, il n'a pas perdu d'argent. Et puis s'il a tenu jusqu'au bout, il aura gagné de l'argent dans le crack. oui, oui. En fait, tu as toujours raison, quoi qu'il arrive, que tu sois acheteur ou vendeur. Alors, il va de soi que si tu restes vendeur indéfiniment dans une tendance baissière, bah, tu gagneras moins d'argent que le mec qui achète la tendance haussière. Enfin, pardon, dans une tendance haussière. Mais c'est la seule différence. Ça t'empêchera à aucun moment, normalement, de gagner de l'argent. Le seul truc, c'est juste qu'il faut te positionner au bon moment. Et évidemment, si tu es contre la tendance, il va falloir être encore plus précis. Et parce que ce sera beaucoup plus compliqué, justement, de trouver les bons endroits. Mais moi, je maintiens, et ça, je ne changerai jamais d'avis là-dessus, avoir tort en trading, c'est pas une erreur. Mais Tiens, loin de là. Et persister dans l'erreur, c'est absolument Voilà. pas une erreur. Au contraire, c'est une très grande qualité en trading. Mais il faut Rappelle avoir The le Big Short, bénéfice de la précision et du timing. Et ça, c'est une autre histoire. Tu te rappelles The Big Short? De The Big Short, où tu as tort Ah, jusqu'au moment où oui, tu as mais raison. alors ça, non. Ça, justement, enfin, ça, c'est un film à. Enfin, oui, c'est pour te La donner. sensation, je suis d'accord Oui, avec toi, voilà. à résumer à la Bon, hollywoodienne. lui, c'est stupide. Il garde ses ventes. Moi, c'est pas ça que je fais. On a bien. Lui, c'est de l'investissement. C'est une stratégie d'investissement. Moi, c'est une stratégie de spéculation. Donc, moi, quand je spécule, je tiens pas à une position si elle n'est pas dans le bon sens. Mais ça m'empêchera pas de recommencer 2 jours après. C'est ça qu'il faut comprendre. Si 2 jours après, j'ai de nouveau un timing qui se propose à la vente, même si le marché continue de monter, je m'en fous. C'est pas un problème. Il faut bien comprendre ça. On maîtrisera jamais que dalle. Celui qui pense maîtriser quoi que ce soit dans le marché, il est bien mal barré. Voilà. Alors j'ai envie de dire pas tout à fait. Quand tu regardes la tronche du wallet de Mister Nakamoto, je pense qu'il a quand même il pèse dans le game. Mais dans ce cas-là, tu parles d'une personne qui est très probablement dans une stratégie d'investissement, pas une stratégie de spéculation. Alors, le connaissant pas, j'en sais rien du tout. C'est quand même Satoshi Nakamoto, le mec le plus... C'est un groupe, c'est le créateur, il n'y a aucune... Voilà. Donc théoriquement, je pense que c'est plus un investisseur qu'un spéculateur. Et c'est bien 2 métiers différents. Encore une fois, moi, je suis incapable d'apprendre aux gens à être investisseurs. Bon, je sais le faire, mais moins bien que je sais leur apprendre à être trader. Moi, je ne suis pas trader, je suis plus investisseur, je suis plus de l'autre côté de la face. Et dans ce genre de discussion, j'y apprends beaucoup. Je suis beaucoup moins maître de ce que vous dites sur cette discussion qu'on a eu ces 10 dernières minutes que sur ce qu'on va parler sur les ICO. Ouais, bah évidemment, et en plus ça se sent, et c'est ton domaine de compétence, et le pire c'est qu'un investisseur peut gagner beaucoup plus d'argent qu'un spéculateur en fait. Franchement, moi je pense que je connais plus d'investisseurs qui ont réussi dans la finance, entre guillemets, que de profils de traders et de spéculateurs. Alors franchement, tout Après, dépend le timing. Contre le vendeur. Tout dépend quoi? Moi je dirais tout dépend le timing. Parce que... Oui, c'est sûr. Ça, c'est Mais pour reprendre un peu ton C'est expression. beaucoup plus difficile à apprendre à quelqu'un, pardon, désolé pour ça, que le timing est important et à l'apprécier réellement.
que d'arriver à faire comprendre quelqu'un que en fait, l'investisseur, c'est quelqu'un qui va chercher les informations avant les autres, hein, tout simplement, et qui sera rémunéré pour cette recherche. Le spéculateur, bon, au final, il va être rémunéré pourquoi? Pour une prise de risque. En fait, le spéculateur, théoriquement, on n'en a pas besoin dans l'économie. Hein. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a développé tellement de pognon dans la finance que le spéculateur peut proliférer là-dedans. Mais encore une fois, nos métiers, nous, ils servent à rien. Je veux dire, moi, si demain mon métier pouvait disparaître, je pense que d'une, l'économie s'en porterait mieux, et de deux, effectivement, ça pourrait même rendre les rapports d'investissement plus simples. Mais bon, voilà, la finance aujourd'hui, il y a tellement de pognon que ça crée un espace pour la spéculation, que c'est même devenu un métier qui rapporte grave, et que ça attire de plus en plus de gens. Mais encore une fois, ce n'est pas nécessaire. Et je pense qu'à terme, la spéculation, elle mourra en fait d'elle-même. Hein. La petite joke du jour, là, je ne sais pas si vous avez vu, bonne transition d'ailleurs pour les marchés classiques qui arrivent juste après. Le trader qui a réussi à prendre une position, deux positions entre guillemets cumulées à 6,6 milliards en partant de 20 000 $. Ah ouais, le gros levier. Mais après, ça n'a pas été validé, j'ai cru. Non, il s'est fait assigner en justice, à ce que j'ai compris. Oui, mais il gagnera, hein, je suis désolé, mais il y a un contrat avec ton fournisseur de liquidité. L'erreur, c'est pas lui qui l'a commise. On lui a laissé voir les positions. Moi, je suis désolé, un truc comme ça m'arrive, je te garantis que je vais être payé. Et là, tu lâches rien. Commencer à 20 000 le lundi, ressortir avec 11 millions le vendredi. C'est pas beau, ça? Et alors Non, mais et alors, ce que je veux te dire, c'est pense bêtement. Le mec, il se serait fait enfler de 10 millions. On lui aurait demandé ses 10 millions. Il sert à quoi le jeu du risque? Si quand tu prends le risque, tu payes, et quand tu gagnes, tu payes aussi. Non, moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que ceux qui ont commis l'erreur, ils doivent payer, point barre, même si ça doit leur faire mal au cul, c'est comme ça, ils n'avaient qu'à pas faire la bêtise. Ah, t'as repris l'exemple cité dans l'article, David? Avec Kerviel? Non, je n'avais même pas regardé. Non, mais c'est facile. La comparaison est trop facile. Je veux dire. Ah, mais c'est normal. Kerviel. C'est Kerviel, et qui était un mouvement Kerviel, il ne tradait pas avec ses fonds à lui, il tradait avec les fonds de la banque. Là, on parle bien d'un trader particulier qui a eu accès à un levier complètement stratosphérique. Ça veut dire qu'il y a eu une couille dans le système. Et encore une fois, est-ce que derrière, le responsable, c'est celui qui a fait ça? Surtout s'il a gagné. Enfin, je veux dire, encore une fois, s'il perdait du pognon, le mec, on l'aurait traîné dans la boue pour qu'il paye. Voilà. Le palier économique, il me semble qu'il est obligatoire d'avoir 10% de la position que tu fais sur cette plateforme. Oui, mais non, mais voilà, rationnellement parlant, c'est impossible. Poker, hein. Un truc pareil, normalement, moi, de tous les standards que je connais, c'est impossible. Donc, je ne sais pas comment le mec a réussi à passer à travers les mailles du filet. Et quoi qu'il arrive, à partir du moment où tu vas lui demander sa perte, si tu ne lui payes pas son gain, il y a un vrai problème. Typiquement, tu as raison, Phil. Hein. C'est vrai que c'est. Il demande ta perte si tu perds, et puis il demande ton gain. Enfin, non. Il y a la loi, il y a la pratique, il y a les puissants, il y a les faibles. Oui, c'est sûr. Où c'est une situation où le mec a perdu des tant qu'il en gagnait, en tout cas, il n'y avait pas d'alerte à la SOG sur des placements un peu trop hauts ou des choses comme ça. En chat lab, j'ai mis. Il y avait les alertes, mais on leur apprenait à contrecarrer. C'est ce qu'il disait, que disait Kerviel. C'est qu'au final, tu as le garde-fou légal, mais bon, tu sais comment le dépasser. Et puis derrière, si tu fais ça bien, on ne regarde pas. Merci Jean-Luc. On a une annonce importante sur le journal du coin avec le directeur de la stratégie de Tether de Bitfinex qui démissionne. Faut faire attention, c'est tout chargé en USDT et en Tether, il faut faire gaffe, ça sent le pâté avec ça. Oui, carrément. Il faut faire très attention. Bon, si ça sort sur le journal du coin, c'est dire que la nouvelle a déjà été avalée par le marché, je pense. Ouais, mais soyons vigilants quand même. Oui, on est sur un support, un truc comme ça peut servir de catalyseur pour, hein, voilà. Mais bon, c'est sûr. Moi, franchement, honnêtement, je vous dis, sur ce support, c'est soit on fait mumuse à petit levier et on se dit, en gros, c'est vraiment 50-50. Je pense que c'est la seule rationalisation que tu peux faire d'un truc pareil. C'est vraiment de te dire que quoi qu'il arrive, c'est vraiment une chance sur deux. Tu choisis un camp, tu essaies de trader quand c'est ton temps, quand c'est ton timing. Tu mets pas beaucoup de pognon, comme ça, si jamais tu n'es pas dans le bon sens, tu ne seras pas dégoûté. Si tu es dans le bon sens, tu pourras racler quelques centaines d'euros. Et puis c'est tout, quoi. Mais aller au-delà de ça et se dire, allez, je vais choper le prochain swing et que ce soit à l'achat ou à la vente. Et non. Faire du trading intraday là maintenant, pareil, non, c'est pas possible. On est sur un énorme support, on est sur un support daily, hebdo. Et qu'est-ce que tu vas trader ça en 5 minutes? Les mouvements qui vont impacter le marché dans cette zone-là sont des gros mouvements et les implications sont énormes. Parce que je disais, soit on remonte vers les 8005, donc ça fait quand même près de $3000 de remontée, enfin plus de $3000, soit on s'écroule pour en lâcher 3000. Donc en fait, l'implication du prochain mouvement swing, c'est de l'ordre de $3000.
comment tu veux faire mumuse à court terme? Tu as tout à fait raison. Sur C'est ces pas belles possible, paroles, c'est trop dangereux à court terme parce que le marché là se cherche une direction et il suffit effectivement qu'une news comme ça sorte et le marché va décaler de 2%, mais en quelques secondes. Et tu n'auras absolument pas du tout l'opportunité de tirer profit de ce truc-là. bah tiens, en Et parlant puis des pour moi, 2%, et puis pour moi, je viens de voir que Wall Street, pas Bah, bonne Wall Street, tu vois position. qu'ils sont en train de se racheter à la clôture, donc ils sont encore en train de nous prendre pour des imbéciles, donc il faut vraiment faire attention. Et c'était anticipé On- aujourd'hui. je Voilà, le propose VIX voilà, est qu'on passe et un les petit mecs peu font au tout marché pour financier acheter. classique. Comme ça, Ouais. feu. Voilà, Mais et je, tu je te laisse vois, et moi reprendre. je disais de tout aujourd'hui qu'il fallait faire attention à ne pas passer en euphorie parce que Wall Street lâchait un peu du lest, qu'il fallait attendre les clôtures, parce que là, regarde Wall Street, là, en 15 minutes, allez, un peu plus que 15 minutes, mais là, voilà, allez, en une demi-heure, ils viennent d'effacer 3 heures de cotation à la baisse, tu ne sais pas pourquoi. Tu te dis, ouais, what the fuck. Alors, pourquoi le pullback de fin de séance? Normalement, dans ces séances-là, on clôture en bas et on ne se pose pas de questions. Mais voilà, non, Wall Street, c'est juste qu'il y a, ce permaboulisme stupide qui est que si ça baisse, c'est pas bien, que comme toute l'épargne financière des Américains sont dans le marché, si le marché tombe, c'est la catastrophe. Et derrière, les gens vont gueuler. Ouais, bon, enfin, en même temps, faut quand même se calmer, quoi. Enfin, Qu'est-ce qu'on fait si les marchés, enfin, sachant qu'on aura, enfin, je dirais, tout le monde commence à l'annoncer, non, mais on commence à en entendre certains qui commencent à tirer les sonnettes, enfin, depuis déjà quelques mois, voire années pour certains. Référence à, comment il s'appelle, Toiti, là, ou sinon de la marche, hein, vu que je crois qu'on l'aime bien ici dans cette émission. Mais qu'est-ce qu'on fait si aujourd'hui, demain, il y a Wall Street se pète la gueule? Parce que si Wall Street se pète la gueule, forcément, ça veut dire que le marché va très mal. On est d'accord. bah, moi, ce Qu'est-ce que je qui se vois aujourd'hui, passe? c'est que Surtout déjà, avec la d'une, guerre commerciale et ci et ça. moi, je pense que là, c'est pas parti pour. Je te le dis honnêtement, aujourd'hui, c'est une journée assez spéciale et il y a plein de choses qui ne suivent pas une logique habituelle. Normalement, dans une journée comme ça, tu dois voir le yen qui prend 0,5, 0,6%, voire plus, c'est j'ai même envie de te dire minimum. Là, on devrait avoir au moins 1,5 de hausse sur le gold et c'est en négatif. Il y a des trucs qui aujourd'hui me choquent. Et qui me laissent à penser. Alors moi, il va de soi que là, je vais clairement pas couper les ventes. Hein. Wall Street, ça déclenche. Moi, c'est bon. Hein. Mais mais honnêtement, là, franchement, je sens qu'ils cherchent quand même encore à nous baiser un petit coup là. Tu vois, là, je ne serais pas serein. C'est-à-dire que là, je me dis, putain, pardon pour le mot là, mais il suffit que là, Dieu, on ne sait où, hein, la magie de Trump arrive encore à nous sortir un espèce de connerie, genre un accord stupide qui pourra très bien déchirer dans 2 jours et tout ça. Mais là, le marché, tu sens qu'il a envie d'une bonne nouvelle. Et là, tu lui donnes une bonne nouvelle, je suis sûr que demain, ils te refont un plus 1,5 et ils t'effacent intégralement la séance de baisse aujourd'hui, en fait. Et je me dis, honnêtement, je ne serais pas surpris. Et tu vois qu'ils ont envie de faire ça. Alors, Wall Street, le biais aujourd'hui du marché, il est tellement visible, en fait. Mais je le trouve toujours aussi dangereux, ce biais haussier. Mais quand tu vois qu'une séance d'aujourd'hui, elle ne parvient pas à clôturer en bas, je ne comprends encore pas ce qui se passe. Pourquoi les mecs, là, ce soir, ils se sont encore dit, OK, c'est bon, on leur a donné leur petite baisse, maintenant on rachète. Enfin non, quand même. Là, ils devraient commencer à flipper, les gars, là. Et est-ce qu'on Quand pourrait tu prends pas... toutes les grosses capis qui se sont fait des -5 d'un coup et qui annoncent des potentiels cracks, c'est-à-dire de poursuivre à enchaîner encore bien loin, non, les mecs se disent c'est buy the dip. Voilà. Bah, Donc au bout d'un moment, il va falloir se poser la question. quand on voit Tesla qui va licencier plusieurs milliers d'employés, rien que, enfin, le Dow Jones, peut-être réfléchir de façon différente. Après, ça ne Pour tient moi, qu'à moi, Tesla, mais le risque, il est plus que ça. Attends, Trump, il vient de s'attaquer à l'automobile allemande. Tu crois que l'Europe, elle va faire quoi en riposte? Tu crois qu'elle va laisser l'automobile américaine tranquille et Tesla? bah, je crois qu'elle va faire Des gens des... roulés en Non, truck non. ici, par contre, des gens roulés en Tesla, il y en a de plus en plus. Tu taxes 20% sur une Tesla en plus, je te garantis que tu n'en auras plus une seule en France. Hein. Ouais, je pense, mais bon, enfin, moi, Parce je que vois c'est gros déjà comme assez une cher maison. comme connerie. Si tu passes, parce que tu prends une Tesla de base, déjà elle coûtait 60 000 balles à l'origine, elles sont passées à 70 000 en euros. Mais ça, c'est le modèle de merde. C'est-à-dire que si tu as ça, tu vois, tu n'assumes même pas ta stature d'acheteur de Tesla. C'est-à-dire que si tu n'as pas le modèle 80 kW qui coûte près de 100 000 euros, tu passes pour un gugus. Voilà, tu passes pour un pauvre qui a acheté une Tesla. Tu vois. Bon, Ouais, bref. non, après, l'Europe, ce qu'ils ont trouvé à répondre, bon, c'était un peu précaire et c'était à chaud, même si l'Europe, c'est l'Europe, hein, je vais pas critiquer non plus. Ouais, bah, nous, on va taxer voir Harley Davidson. Ouah, la répartie, franchement, moi j'ai peur. Hein. Ouf. Est-ce que tu as à peu près ce que le message essaie de faire passer?
Moi, je pense tout simplement, je vais te donner mon avis de spéculateur. Je pense que Wall Street, en fait, n'aura plus rien à foutre déjà de la guerre commerciale. Bon, là, ils se disent, OK, il y en est peut-être allé un peu fort, on va peut-être quand même les laisser revendre un peu. Mais je pense qu'ils s'en cognent. Wall Street, ils sont déjà en train de se dire, la guerre commerciale, c'est une page qui va se tourner. C'est juste Trump qui fait du Trump. Je pense réellement que c'est ce qu'ils se disent. Et ils se disent, du coup, c'est pas grave, ça finira bien parce que ça finit toujours bien. Et quand ça finira bien, on ira casser les résistances. Et malheureusement, là, comme ça se passe pas bien, on va quand même leur laisser quelques supports. Mais j'ai l'impression que là, à tout moment, ils sont prêts à t'en remettre une. Il suffit que demain matin, tu te réveilles avec, je te dis, un pseudo-accord sorti d'on ne sait où. Une bonne nouvelle, quelle qu'elle soit, même si en soi, elle est complètement recouverte par le tas de mauvaises nouvelles, on s'en fout. Tu sens que Wall Street, ils veulent juste une raison pour aller te dégommer tous les stops des vendeurs. Le mien y compris, parce que là, moi, honnêtement, si on remonte d'un truc pareil et qu'on va franchir des résistances, moi, j'arrête. Enfin, tout simplement, là, ce sera stupide de vendre Wall Street si face à la montagne de conneries qu'on a en face de nous, ils trouvent toujours le moyen de te buy the dip. C'est que là, la tendance est plus forte que tout. Et franchement, là, honnêtement, je ne me mettrai plus en face. Il faut faire gaffe là, parce qu'en ce moment, on est dans un moment où il ne faut pas regarder la politique parce qu'elle est un peu décousue. Il ne faut pas regarder tu vois, les stratégies courantes parce qu'elles sont connues. Aujourd'hui, on est dans un moment super exotique et on a après en politique un rééquilibrage des pouvoirs. Quand tu dis que l'Europe, elle a dit ouais, si vous voulez, on taxe Harley Davidson. On a Édouard Philippe, notre Premier ministre, là, qui est chez la Chine en train de discuter de comment on fait sans les US. Et ça, c'est beaucoup plus notable. Ah oui, non, mais complètement. Tu vois, c'est la réponse. Il y a la réponse officielle. Oui, bien sûr. Mais le marché s'en contente. Encore une fois, c'est ce qu'on appelle le biais de marché. C'est que le marché, il price jamais réellement ce qui se passe. Le marché, il price ce qu'il a envie de voir et il filtre les informations. Et d'autant plus quand on est dans des structures tendancielles qui sont là depuis 8 ans. Tu as vraiment une inertie. Il faut te dire un truc. Je lisais un article la dernière fois. Dans une salle de marché, par exemple, aujourd'hui, alors déjà, d'une, il y a beaucoup plus de robots qu'avant, mais de deux, les traders que tu as, pour 90%, ils n'ont jamais vécu un crack. Ils n'ont connu que la tendance haussière. Au bout d'un moment, ça installe des biais en fait. C'est-à-dire que on part du principe qu'effectivement le marché action ça monte tout le temps, puis de temps en temps la mécanique se grippe et puis on passe vendeur. Mais ces mecs-là en fait, même s'ils l'ont étudié, ils n'ont jamais vécu des cracks et en fait ils y pensent même pas. Et sachant que aujourd'hui on est quand même, je pense, dans un contexte de marché sans faire de la marche, qui est un peu dangereux puisque en fait on risque de faire une jurisprudence bientôt, dans le sens où on est dans un contexte de marché qu'on connaissait pas avant. On sait ce que ça fait sur la hausse des marchés. Ça dope complètement les marchés et ça crée une inflation dans les actifs boursiers complètement folle. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est comment ça se passe quand ça casse, ce système-là. Et tous les systèmes-là cassent, on est bien d'accord, tout ce qui monte redescend. La question, c'est qu'on est face aujourd'hui à quelque chose où on ne sait pas comment ça va redescendre. Et effectivement, ça effraie beaucoup de monde. C'est la première des réactions. Tu vois, d'abord, tu as peur parce que tu te dis, oh mon Dieu, comment ça va se passer ce truc-là et comment ça va se terminer. Enfin, l'incertitude, encore une fois, rend l'être humain complètement fou. Et je pense que ça fait peur pour l'instant. Et c'est de se dire, oh là, putain, il vaut mieux monter et pas regarder ce qui se passe sous les pieds parce que si on regarde, c'est pas beau, quoi. Voilà. Et je pense que c'est clairement ce que Wall Street est en train de se dire. On sait très bien que si on tombe, il y a 15% de vide sous les pieds et que ça fera du bien, en fait, de retrouver des achats à bon prix, d'avoir des soldes, en fait. Mais on dirait que Wall Street s'en fout parce qu'il se dit, mais non, mais tu te rends compte, si je les laisse baisser de 15%, mais derrière, on va voir un possible bear market, puis on franchira plus de résistance et on risque de lâcher 50%. Et tu sens qu'en fait, le marché, c'est potentiellement ce qu'il doit faire, mais tu sens qu'il ne veut pas. C'est comme si, au ce moment, c'était, non, moi, je m'en fous, en fait. Je veux voir les choses qui vont bien. Ce qui ne va pas bien, je m'en fous. Voilà. Et quant à ça, c'est synonyme normalement d'une tendance, c'est-à-dire qu'il y a un biais directionnel chez les investisseurs, et encore une fois, la tendance, elle peut être rationnelle, la plupart du temps, elle peut aussi être irrationnelle, et ça permet généralement de former des bulles spéculatives. Donc il faut vraiment faire attention avec cette tendance à Wall Street. C'est pas nouveau, moi je vous en parle depuis des semaines. Moi ce qui me fait peur pour l'instant, c'est pas nécessairement qu'on chute ou qu'on chute pas, ou de me tromper de scénario. Je pense que économiquement parlant, d'un point de vue philosophique et humain, d'un truc qui nous touchera nous réellement, pas juste de faire mumuse sur les marchés financiers, ça c'est un petit monde parallèle. Mais honnêtement, si on part dans une bulle spéculative, ce qui va se passer derrière, ça risque d'être plutôt moche. Et là, je pense que je peux te dire ça à tous mes confrères traders, on est bien conscient de ça. Là, si Wall Street, ça part en vrille, ce qui va se passer derrière, personne ne sait ce qui va se passer. Même les traders expérimentés, tous te disent si on monte encore, ils pensent qu'on va monter encore, mais ils disent tous que derrière, la crise sera d'une ampleur inconnue. Voilà. Donc déjà, au moins, ils ont au moins la clairvoyance de te dire, OK, on va monter, on va tout péter, mais on ne saura pas ce qui va se passer derrière. Inconnu ou égal à 29 ?
inconnu ou égal à 29, ce genre de grosse Non, crise? Ah, non, moi je pense encore une fois que c'est un truc sans précédent. C'est-à-dire que même en 29, la structure de marché qu'on a actuellement, elle a des similarités. On a même des similarités aujourd'hui avec 87. Enfin, on a des similarités avec beaucoup de cracks parce qu'en fait, aujourd'hui, on les cumule tous. Il faut te dire un truc, c'est que là, on cumule le crack de 2008, puisqu'on a une bulle spéculative des injections monétaires des banques centrales. On a beaucoup d'argent qui n'a circulé que dans l'économie parallèle des marchés financiers et qui a amené une surspéculation et une fausse gestion du risque. Ça, tôt ou tard, il faudra le payer. Hein. Vive la Encore théorie une du fois, ruissellement. Wouh. oui, mais pas encore, peut-être pas maintenant, encore une fois. Si le marché veut garder ses œillères, il peut très bien le faire encore pendant un an. Mais au bout d'un moment, il faudra ouvrir les yeux. Hein. Plus on monte, plus au final, tu sens le vide sous les pieds. Et puis au bout d'un moment, quand tu enlèves les œillères et que tu vois que tu es en chute libre, effectivement, tu te dis où est le parachute. Bref, aparté débile. Mais voilà, il faut vraiment faire attention avec ce qu'on fait quand même, je pense, au bout d'un moment, à cumuler tous ces risques. Ça reste des risques, hein, encore une fois, mais c'est peut-être un jeu un peu dangereux où je pense que, bon, voilà. Moi, en tout cas, je fais partie de ceux qui disent que, bon, on a quand même bien tiré à Wall Street, ce qu'on a fait l'année dernière, c'était quand même pas dégueu. On peut remonter encore un petit peu éventuellement, mais là coller une bulle, ce serait vraiment. Ce serait genre faire, Le allez, coup de on va voir grâce. jusqu'où on peut aller, les gars. Non, mais c'est en gros, on est déjà tellement dans la merde qu'on va on va essayer de bien accumuler pour, tu vois, quitte à ce que ce soit beau derrière, il faut que ce soit pétillant, quoi. Ça trompe mais personne. c'est un Ça peu le trompe sentiment que personne. j'ai, quoi. Ça trompe personne, ce genre de mouvement-là. C'est plus qu'une Oui, mais question de temps. après, Pour moi, tu vois, là, on est dans un niveau où si vraiment il faut péter des bulles, et je suis pas trader, et je suis pas dans les marchés classiques, mais je suis français, donc je vais donner mon avis. Parce que c'est ça, ce qui est beau avec la France, c'est que là, tu vois, c'est la Coupe du Monde, on a 60 millions d'entraîneurs de l'équipe de France, mais c'est pour moi, tu vois, là, tu essayes de monter encore plus haut, tu essayes de faire comme si, ça va tromper personne. Parce que le jeu, c'est de se faire suivre. de toute façon, honnêtement, là, les marchés classiques, je sais pas. Moi, honnêtement, en général, je pense qu'aujourd'hui, se prononcer réellement, c'est le plus compliqué. Dire qu'on ne sait pas, je pense que c'est la solution la plus adaptée. En fait, tout comme on disait tout à l'heure sur le Bitcoin, on est sur une zone très charnière où ça peut soit rajouter effectivement 3 000 $, soit les enlever aux valorisations sur le Bitcoin. Je pense que c'est la même chose sur les marchés actions. Là, tu sens qu'il y a un swing énorme qui se profile, de l'ordre de 10 à 15% et peut-être un peu plus, puisque comme maintenant on a tendance à pousser les tendances un petit peu plus loin, toujours plus loin, dans le sens débile. Donc, comme on a bien poussé les tendances à la hausse en fin d'année, il est possible que si on part sur un mouvement baissier, il aille au-delà de ce que j'anticipe, c'est-à-dire au-delà de 10-15%, que peut-être on aille chercher un moins 18, moins 20 pour aller faire chier le monde derrière. Mais il faut être conscient que le même mouvement peut se produire au nord également. Et il y a bien des gens qui spéculent en ce sens-là. Il y a des gens comme moi qui vendent, ça c'est clair et net, maintenant on en a la preuve. Il y a aussi des gens qui nous rachètent, puisque tu vois, on n'arrive pas à clôturer une journée en bas. C'est bien de te dire qu'il y a encore des mecs qui pensent que c'est pas la fin. Donc, on ne sait pas. Et la bataille, pour moi, elle est toujours là, quoi. Hein. Et c'est difficile de dire pour l'instant que l'un des camps ou l'autre l'emporte. Puisque tu vois, au final, on fait que osciller et faire mumuse autour des cours d'ouverture annuels sur la plupart des indices, bon, sauf le Nasdaq. Mais lui, si ça doit tomber, il va rattraper son retard. Hein. Faut pas se méprendre. Moi, comme j'ai dit, j'étudie la structure des actions enfin la structure et la composition des indices. Là, je pense honnêtement que s'il y en a un qui doit craquer dans les prochains jours, enfin craquer, qui risque de prendre cher dans les prochains jours, c'est le Nasdaq, parce que lui, il a tellement d'avance sur ses compères que si c'est le scénario baissier qui est choisi, malheureusement, il va falloir rattraper le retard et de façon brutale. Surtout qu'on le posera en tant que coupable. Le Nasdaq, Pas. tu sais, c'est le critère sur lequel on ne sait pas vraiment encore. On est encore sur les entreprises assez précoces sur certains niveaux. Voilà, on fera payer. On va avoir une petite, s'il y a une crise, elle sera digitale. C'est ça qui est beau. Ça va piquer, comme on dit. Bon, je propose Ah, qu'on bah, passe au grand ça débat. marche, c'est ça, Qu'est-ce que vous en pensez? Au grand débat, qu'est-ce donc? Le grand débat. Le grand débat de ce soir, c'est les projets, l'actualité française et la blockchain. Les projets Aïe, français surtout. Moi, j'avais quelques questions à te poser, David. Je sais que tu as eu un rendez-vous important la semaine dernière. Je pense que tu pourras nous en parler un petit peu au niveau de l'actualité française, ce genre de choses-là. Mais il y a quel projet en France que tu trouves intéressant en ce moment? Peut-être dont tu Bah, t'occupes écoute, d'ailleurs. voilà, je ne vais pas être plus innovant que la dernière fois parce que voilà, des fois il y a des projets, enfin des fois il y a des mois avec des projets avec, et des fois il y a des mois où c'est toujours les mêmes projets. Mais Sandblog, je suis toujours très très content de les accompagner. Et leur ICO est en train de se finir.
finir et ça se passe bien. Et là, excuse-moi, on t'entend pas très bien au micro, Alors, David. attends. Tu m'entends mieux là ou pas? Au top. Attends, j'essaie de. Voilà, parfait. Donc, je suis Tu sur les parlais de écouteurs de mon Soundblock. iPhone. Ouais, ouais, donc Sandblock, plutôt pas mal. Moi, je suis très content de finir l'ICO avec eux. Un bon projet qui a un bon futur. On est déjà en train de préparer les phases d'après. Et il y a il y a des choses à faire. Enfin, c'est un beau produit. Moi, j'aime beaucoup l'équipe qui travaille avec. Donc, encore, je leur réitère mes félicitations pour tout le chemin accompli. Et en même temps, c'est que le début du chemin. Donc, on n'a pas fini. Talao qui commence à loquer des partenariats qui deviennent de plus en plus intéressants, et notamment en Corée. Ils viennent de se récupérer un plus de, je crois, à peu près 75 000 freelance en Corée. Donc Pas c'est mal. intéressant parce qu'ils voilà, ils s'internationalisent. Et la news vient d'aujourd'hui. Hein. Je vous enverrai la source envoyée par l'un des fondateurs. Donc très, 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 très content. En même temps, on est en train de voir l'arrivée des institutionnels dans les ICO, dans le genre j'en fais une, pas j'investis dedans, plutôt j'en fais une. Qu'est-ce qui Euh, nous prépare, ces oiseaux? c'est là où en fait, tu vois, là je vais être très mesuré. Pour le vivre de l'intérieur et tout, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir que des institutionnels sont en train de pouvoir mettre la blockchain au cœur de leur système, et ça c'est une bonne chose. Pour autant, ont-ils compris ce qu'est une ICO? Ont-ils compris comment marche le système de blockchain et de crypto-monnaie? Ça, c'est une autre question. C'est-à-dire que la blockchain étant, si on devait vraiment schématiser et vulgariser, la prochaine transformation digitale des grosses boîtes, sachant qu'elles ont du mal à l'aborder, la première transformation digitale, et que tu vois, elles le prennent comme elles le peuvent et comme elles le comprennent, et qu'en plus en France, on n'est vraiment pas très bon à faire du marketing. Aujourd'hui, tu vois, ce qui va être très, 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 très facile à filtrer, on va dire, c'est ce qui est capable de créer une communauté autour et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire qu'on va avoir des acteurs solides qui vont entrer. Pour autant, sont-ils capables de créer des communautés? Ça, c'est une vraie question. Et ça, c'est un ADN, c'est une culture, c'est soit tu l'avais avant d'y aller, soit tu l'avais pas et tu vas te taper sur la gueule. De l'autre côté, on a les institutionnels. Alors, je te le dis comme ça, le rendez-vous que je devais avoir n'a pas eu lieu, pas en tout cas avec les instituts que j'attendais. Et, voilà, ça reste entre nous pour l'instant. Mais en gros, on va dire qu'on a, on a le gouvernement qui commence à se dire que voilà, faut légiférer. Pour autant, va-t-il aller dans le bon sens? Bah, pareil, je me pose une vraie question. Tu vois, la semaine dernière, on avait des sénateurs qui parlaient de légiférer les crypto-monnaies, et autant, tu vois, il y a une volonté d'y aller, autant on reste avec les mauvais biais. Et il faut qu'on compare notre situation à l'Allemagne ou au Portugal. Aujourd'hui, on est dans une situation, dans un monde globalisé. Ceux qui vont gagner le jeu de la blockchain, c'est ceux qui auront la réglementation qui permettra le plus de la démocratiser, de la faire grandir de la façon la plus simple et tout. Et aujourd'hui, ben, c'est là où je veux faire un petit coup de gueule. C'est que autant, tu vois, on a des articles de presse, des choses comme ça qui disent qu'en avant la blockchain et tout, autant quand tu es une ICO, avoir une banque en France, être domicilié en France, vivre sa vie en France, ça reste quelque chose de quasi impossible. Donc ce déphasage doit s'arrêter, et il doit s'arrêter maintenant. Et ça va être tout le jeu sur lequel on va devoir taper sur les politiques, même un peu trop fort. Et moi, je vais le faire, et on va me voir prendre des positions un peu tranchées. Pourquoi? Parce que soit on y va, soit on n'y va pas. Mais le mouvement où on y va sans y aller, si on fait pareil que comme on a fait sur Internet, on va se péter la gueule au niveau français. Ça va être terrible. Pour autant, on aura toujours des beaux projets en France, mais qui seront domiciliés ailleurs, et c'est vraiment dommage. Voilà, là, j'ai des amis qui sont en train de faire une SEO, je pense que tu les connais, et Mhm. malgré qu'ils t'aient parlé, qu'ils soient au courant que la France commence à potentiellement légiférer dessus, et on a une éventualité de pouvoir avoir un bel écosystème en France. Je mets bien ça entre crochets, je dis bien éventualité, parce que comme tu l'as bien dit, la France et le numérique, ça fait pas deux mais trois, hein. Enfin, Mhm. voilà.
Petite référence au nouveau système d'immatriculation, enfin le site global français. Comment il s'appelle celui-là? Ouais, et pour tout l'ensemble de son œuvre, hein, Ouais, on peut faire beaucoup de choses, pas hein, que on celui-là. peut faire beaucoup de dédicaces, hein, Mais ils ont mais tu pensé tout de vois, suite à aller se domicilier à Zug, en Suisse. Enfin, la Crypto Valley, pour ceux qui et, connaissent. et ils ont pas tort, et ils ont pas tort, franchement, enfin, franchement, tu sais quoi? Aujourd'hui, on a une scène qui est en train de s'organiser. Lundi dernier, on a fait l'inauguration de Chain Accelerator, qui est un peu un organe de mentor et de partenaire auquel j'ai la chance de pouvoir participer. Mais pour autant, est-ce que ça suffira? Ben, on est bien conscient que on a un maillon de la chaîne, mais qu'il faut toute la chaîne pour que ça marche bien. Ah, c'est Et comme Chain Accelerator qui s'est lancé la semaine dernière. C'est aussi des choses qui peuvent faire leur preuve à terme. alors, ça ne fera pas sa preuve tout seul. C'est-à-dire qu'il faut, Chain Accelerator est un maillon, il faut la législation à côté, il faut tout le reste, parce que tu vois, demain, aujourd'hui, effectivement, la Suisse est très très bien légiférée aujourd'hui. Si on veut faire un instantané, une photo instantanée, en Allemagne on est bien, en Suisse on est très bien, au Portugal on est pas mal, et à Monaco on est en train de s'organiser. Euh, En France, on est en train de s'organiser, néanmoins, je vais être très méfiant et justement, je vais être très exigeant. Parce que quand la France te dit qu'elle veut être numéro un sur les crypto-monnaies, là, il va falloir une vraie volonté. Et aujourd'hui, cette volonté, je la vois pas encore assez marquée. Si j'ai un ministre qui est en train de regarder la chaîne, on peut se marrer. Je Mais t'entends de très loin. aujourd'hui, pardon. Ah putain, c'est incroyable. Excuse-moi. Tu m'entends mieux là ou pas? Oui, très bien. Voilà, bon bah s'il faut, je me reconnecte, je déconnecte. Mais aujourd'hui, il va falloir vraiment, tu vois, si on fait des articles en disant qu'on veut être les premiers, il faut pas faire une victoire à la française où à la fin on va être quatrième. C'est tout. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses pour quand même. On a quand même les cerveaux qui sont là, les projets qui se lancent, les idées, une certaine Ouais, dynamique mais autour de tous les acteurs français. Il faut il y a juste que... beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses contre aussi. Donc il faut en Ouais. être conscient. Il Tu faut aussi vois, voir ce que la on loi a, fera en octobre, enfin en voilà, automne. tout Il y va a jouer beaucoup de sur choses le à voir, pacte. quoi. Ouais, Voilà, c'est tout sûr. va jouer sur le pacte d'octobre. Et aujourd'hui, le pacte d'octobre, moi je le dis, mais comme ça, je mets les pieds dans le plat, je dénonce, mais le pacte d'octobre, tel qu'il se dessine, est bien insuffisant. Comme à Donc, chaque fois. soit. C'est ouf, Voilà, comme donc, c'est vrai que ça sonne français. En plus, c'est exactement comme tu disais la dernière fois. Le truc français, c'est toujours, au final, tu as l'impression, ça part premier, puis on va finir quatrième et on va rater le podium. Et là, tu te dis, mais c'est grave, putain, un jour, Ah il bah va tu regardes le falloir que ce Minitel, hein. soit On en avait le France. Minitel, on a raté Internet, voilà. Ouais, non, mais je trouve ça fou, en fait, cet immobilisme français, parce qu'à chaque fois que tu changes un truc, c'est d'abord, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Alors, il va de soi qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas bien dans le changement et qu'on ne change jamais toujours que pour le meilleur. Mais putain, au bout d'un moment, quand même, il faudrait faire quelque chose, quoi, se rendre compte que le monde, il avance et que, bah, c'est vrai, mais ta phrase, je l'ai trouvée tellement juste, en fait. J'ai même plus envie de parler. Je trouvais ça tellement juste. ben, merci, hein, je fais pas exprès. Mais tu vois, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que j'aime la France, hein, j'aime beaucoup. Mais il ne faut pas que la France dégoûte une nouvelle génération de développeurs blockchain. On a déjà une vague qui était partie à Berlin. Il ne faut pas que la deuxième vague parte aussi. Maintenant, on va pouvoir faire de la blockchain et des très bons produits. Il y a de très bonnes entreprises blockchain qui sont en train de se créer. Il y a de très bonnes teams. L'ingénieur français est un vrai produit, en tout cas. Si les entreprises ne sont pas l'ingénieur net. Mais cependant, tu vois, je veux dire, si on veut, tu vois, je disais que tout allait bien un peu et que tout allait aller dans le bon sens la dernière fois qu'on s'est vu. Effectivement, là, tu vois, je suis plus mesuré. Pourquoi? Parce que je vois des mouvements un peu trop timides politiquement. Bah, je pense que Une c'est volonté toujours de bien pareil. faire, mais pas d'aller jusqu'au bout. C'est du blocage politique, j'ai l'impression souvent. Ouais. Parce que tu sens bien le truc. Moi, je me rappelle, j'avais regardé ces vidéos-là, j'avais trouvé ça assez effarant, tu vois, d'un point de vue juste de jugement froid, bête et méchant. Hein. Donc, encore une fois, je ne peux pas dire que je maîtrise le sujet, mais je voyais. Putain, je vais me faire tuer. Comment s'appelle notre ministre de l'économie? Monsieur le maire. Bruno Le Maire, voilà. Non, mais je l'avais dans la tête il y a 30 secondes et puis c'est parti juste quand j'ai voulu l'ouvrir. Bref, donc voilà. Et je voyais donc Bruno Le Maire qui parlait de crypto il y a je ne sais plus combien de temps, mais
on sentait que le mec, il comprenait, mais que dalle. Ouais, Je sais Octobre, que dalle, Novembre. que ça Ouais, lui il a faisait appris peur. son sujet quand même maintenant, hein. Il a quand Oui, oui, même, bien sûr, mais justement, c'est ce que je voulais dire. Et je le voyais donc dans cette émission-là où ça parlait de réglementer, que c'était pas bien, que c'était trop spéculatif. Et puis je revoyais, c'était justement un mec qui compilait les deux versions, qui disait ah ouais, le discours a bien changé. Et effectivement, c'est vrai qu'on le revoyait derrière dans une autre conférence, cette fois parler de blockchain, comme si, enfin tu vois, comme s'il allait faire le commercial de la blockchain. C'est limite il te vendait le truc et tu te disais ouais, c'est bien. Bon, effectivement, c'est pas trop mal. Il a fait son coq, hein. Il a fait son coq pour défendre son beefsteak et paraître intelligent, ça c'est sûr. Ouais, mais encore une fois, est-ce que ça reste des mots ou est-ce que derrière il va y avoir le suivi politique? C'est là où Ben, franchement je pense que toute la sachant différence va se faire. qu'à Monaco, on a vu pas mal de. Enfin, il y avait un député, puis il disait en fait que ça bougeait vraiment en fait. Mais ça Ben oui, bougeait mais encore une Ouais, fois, en fait, ouais, la mais techno. que- Attends. La Ouais, techno non, bougeait non. très vite. Attends, David, s'il te plaît. Il faisait beaucoup d'efforts, le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de conservateurs qui étaient vraiment contre. Il y avait vraiment deux écoles qui se battaient, quoi. Oui, Et ça peut aussi poser problème. ce que le député t'a dit, c'est ça bouge, excusez-nous, on va pas y arriver. Donc tu vois, c'est là où j'ai un vrai problème. C'est-à-dire que à partir d'un certain moment, tu vois, et effectivement tu pointes le doigt, c'est-à-dire que je veux bien qu'il y ait 2, 3 députés qui viennent et qui nous disent que tout va bien se passer, mais à partir du moment où les mecs sont pas capables d'éduquer tous leurs députés et tous leurs sénateurs, on va pas pouvoir faire grand-chose. Donc tu vois, si on résume le principe, c'est soit on tue une génération de politiciens tout de suite pour passer, tu vois, si on écoutait ce député, il faudrait prendre tous les mecs de plus de 50 ans et leur enlever leur poste et machin, mais bon, t'as pas le droit. On va pas le faire. Seulement dans le Tu privé. vois, Petite voilà. nuance, hein. Bon, tu vois, je me permettrai pas de dire que, tu vois, moi, le Sénat, j'y mettrais bien un cadenas, je changerais les cryptos et je mettrais prison et on s'amuserait bien. Mais bon, bref. Mais tu vois, pour moi, le problème, c'est que voilà, c'est que tu vois, enfin, je ne vois que trop l'image qui se dessine de, tu vois, 4 gars qui te disent que tout va bien se passer, tu vois, qui sont en face de toi et un touché de la prostate par des vieux médecins à l'ancienne par derrière. C'est-à-dire que tout le monde est convaincu, mais ça passera pas. Tu vois, on va faire une réforme pas assez ambitieuse, un peu trop en train d'accommoder les deux sens. Tu vois, avec en plus des banques choquées, tu vois, enfin, on va avoir des vierges effarouchées qui font du lobbying et ça me fait un peu peur. Alors, c'est pas du pessimiste, les gars, type Bender, je te le dis tout de suite, c'est pas du pessimisme, c'est du remuisme. C'est-à-dire que soit on se remue vraiment fort et on met des grands coups de bourrin, soit si on y va timidement, si on y va avec un seul doigt, excusez-moi d'être aussi imagé, ça ne passera pas. On y va avec la main, on n'y va pas. Cette formule que tu viens de trouver, il nous faut du remuisme. Ça y est, tu nous as trouvé le prochain slogan présidentiel. Ah bah tu sais, David Princet, pour une fois. Ah non, mais Je sais. après le changement, c'est maintenant le remuisme de David Princet pour une France qui bouge. Voilà. Non mais tu vois, c'est avec un doigt ça passera pas. Là il faut y aller à fond. Donc si on fait une réforme qui met tout le monde d'accord, on va avoir des problèmes parce qu'on va avoir l'ancien monde qui va te dire oui mais faut taxer, faut quand même un système de valeurs, d'épargne, de machin. Là c'est aujourd'hui, tu vois, c'est simple. Tu veux gagner le leadership sur les cryptos. Mais il n'y a même pas à réfléchir. Tu fais une fiscalité avantageuse, tu considères le Bitcoin comme une valeur typiquement comme l'or en termes de fiscalité, c'est-à-dire discrétionnaire, on ne demande pas d'où ça vient, c'est 11% la taxation, quelle que soit la valeur, point barre. C'est très T'as intéressant gagné. ce que tu viens de dire. Voilà, C'est très t'as très gagné. intéressant. Malheureusement, ce ne Il y sera a- pas le cas. On le sait Et très ce ne bien, sera toi pas et le moi, cas, voilà. que ce ne Et sera ce pas ne le sera cas. pas le cas, et donc à partir de là, il faut se poser les bonnes questions. Ben, après, il C'est faut pas te le cas. poser la question déjà, est-ce que réellement tu peux, est-ce que 11% de taxation sur la, alors après c'est sur la valeur nette ou sur la plus-value? Bon, bref, c'est sur la plus-value si tu peux la prouver. Ah ouais, mais non, économiquement, c'est pas rentable. Voilà. Dans ce cas-là, Non, tu mais tues toute la finance classique. Imagine-toi que, attends, aujourd'hui, tu déclares tes bénéfices en trading, c'est pas 11%. Hein. Imagine si Oui. moi, demain, tu me dis, attends, tout ce que Attends, je j'ai pas dit fais ça. tous les jours, Attends. je vais pouvoir faire la même chose avec des crypto-devises et payer 3 fois moins de taxes. Mais t'es malade, tout le monde se barrerait et allait trader que de la crypto. Donc non, tu ne peux pas tuer l'ancien monde de cette façon-là. Effectivement, il luttera pour que jamais un truc pareil ne soit mis en place. Tu auras au moins la même fiscalité que la plus-value boursière classique et probablement quelques petites taxes en plus pour quand même que le pognon se barre pas là-bas, quoi. Et
Ils feront tout, hein, tu vois. On a mis une TTF, tu peux être sûr qu'on mettra une taxe sur les transactions cryptographiques, hein, par exemple. Mais bien sûr. Après, tu vois, je te mets au défi. On ne t'entend plus. Ah pardon, oh là là, c'est grave. Je Excusez-moi t'embête. les Hein, gars, mais- j'ai un vrai petit problème. Mais pour moi, putain, j'ai créé un mouvement, le remuisme. Mais, mais, mais pour moi, les gars, c'est juste de dire, tu vois, soit tu te mets à côté et tu te mets bien, soit tu vois, tu fais un. Après, tu vois, moi, je suis partisan des avis tranchés, donc effectivement, je suis très mauvais politicien. Mais il faut un vrai moment, un vrai momentum. C'est-à-dire que tu vois, la Suisse a vraiment créé un cadre légal incitatif. Un cadre légal entre les deux qui met tout le monde d'accord, qui fait pas trop peur à l'ancien monde et qui satisfait qu'à moitié les crypto-monnaies, ça va être très très néfaste. C'est juste ça que je dis. Hein. Moi, ce que je trouve grave, c'est que déjà, par exemple, au jour d'aujourd'hui, je veux dire, alors, vu le développement quand même que ça a pris, alors c'est vrai que ça reste quand même dans la petite microsphère crypto-devise, mais ce que je trouve ouf, c'est qu'aujourd'hui, tu as énormément de gens qui se demandent comment faire avec la fiscalité sur les crypto-devises. Normalement, tu ne devrais pas te poser la question, ça devrait être clair, net, accessible, facile. Voilà, quand je trade la crypto-devise, voilà comment je la déclare, voilà où je paye mes taxes. Oui. Phil, enfin, on parle du système d'imposition français, quoi. Je veux dire, attends. Oui, Si mais ça, il y simple, a du boulot à faire dessus. Mais voilà. évidemment que de toute façon, Non, mais ils reviendront. Attends, il y a quand même des avancées. Moi, Dieu sait que ce gouvernement, c'est franchement pas mes potes, mais il y a quand même des bonnes choses. Tu vois, par exemple, déjà le prélèvement à la source, putain, ça fait des années qu'on attend un truc pareil. Je veux dire, c'est quand même, c'est en fait c'est le b.a.-ba. Pourquoi tu donnes aux gens si c'est pour leur reprendre? Autant le prendre à la base. C'était quand même déjà ça a une lourdeur administrative tellement folle. Et après, il va falloir simplifier les régimes d'imposition. Ça, c'est clair. Là, on est dans le chantier. Là, tu vois, quand je te parle du système d'imposition, je te parle pas du gouvernement. Je te parle du système dans sa globalité, ça prend oui, le gouvernement. Mais là, je pense que ça dépasse même notre cher ami Bruno Le Maire, qui de toute façon arrive dans un carcan qui est quand même un peu too much. Et malheureusement, tu peux pas arriver et dire allez, je bouscule tout, parce que je suis persuadé que tous les ministres des Finances ont cette idée-là. Quand ils arrivent, ils se disent allez, j'arrive et je vais bousculer, puis ils se rendent vite compte qu'au final, c'est un gros merdier et que quand tu veux bouger, ne serait-ce qu'un pouce, il faut y mettre toute l'énergie de ton corps. Et effectivement, je pense que au final, tu te rends surtout compte que tu vas faire ce que tu peux et que ce sera déjà pas mal. Tu vois, alors je me dis déjà arriver à faire 2-3 petites réformes pas trop débiles. Tu vois, pour moi, enfin c'est con, hein, mais de tout ce que fait le gouvernement, s'il y en a un à qui je dois dire ok, toi, je te mets limite une bonne note, c'est le maire. Tu vois, au final, c'est peut-être le seul qui a fait des réformes pas trop débiles et qui était attendu quand même depuis longtemps. Voilà. Oui, mais après, il a pas, tu sais quoi, il a été assez intelligent. Il avait tort sur les cryptos, donc il avait quoi? Il a été assez intelligent pour dire qu'il avait eu tort sur les cryptos. Oui, mais voilà, de toute façon, il n'y a que les cons qui ne changent pas, hein, ça c'est clair. Mais tu sentais ce truc-là, mais tu sens que c'est pas encore mature, quoi. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir lui, pour le coup, il faut le travailler à grands coups de lobbying, parce que tu peux être sûr que de l'autre côté, il va y en avoir du lobbying aussi, et que lui, il fera sa sauce à partir des informations qu'il aura reçues. Donc, tu vois, si tu as du contact avec ce monsieur, je pense que c'est là où tu dois dépenser ton énergie, tu vois, à lui transmettre ce savoir-là pour que quand il va se faire bousiller les neurones derrière par les lobbyistes bancaires, il ait quand même un contrepoids dans la balance. Voilà. Aujourd'hui, on a des contacts avec lui qui sont réguliers. Oui, mais sois conscient que l'ancien monde a des moyens que tu n'as pas. Hein? Ouais, les gars, vous m'entendez mieux là? C'est quand même terrible. La prochaine fois, j'arrive avec un pro speaker, quoi. Mais aujourd'hui, tu vois, on a des canaux directs avec ce genre de personnes. Le problème, c'est pas le premier filtre. Le problème, c'est quand on va voter la loi, quand on va la discuter. Tu vois, le problème, c'est que le pacte aujourd'hui, il faut se rendre compte d'un truc aussi, c'est que non seulement on a les sociétés qui veulent bien s'y mettre, mais on a aussi les VC en France qui sont prêts à investir. Or, avec une réglementation comme elle est aujourd'hui, les VC n'investiront pas. C'est un fait. Tout le monde attend le pacte du mois d'octobre pour prendre des décisions. Les institutionnels ne rentreront pas tant qu'on n'a pas passé la loi pacte. Oui, je pense. C'est normal, mais encore une fois, il faut toujours comprendre comment réfléchissent les acteurs. Un acteur institutionnel et bancaire, il y a tellement, si tu veux, d'actifs à gérer dans ce domaine-là
que s'il doit entrer dans ce truc-là, l'incertitude, il faut bien comprendre, l'incertitude, c'est un risque. Et un financier, son boulot, c'est de gérer le risque. Donc, ça marche pas. Donc, il va attendre, je pense. Il prendra très probablement des petites positions, comme on est en train de faire, tout doucement, mettre un petit pied dans la mare, pour quand même avoir un pied dans le merdier si ça devait décoller plus vite que prévu. Mais je pense clairement qu'ils sont tous dans l'attente, dans l'expectative que la partie réglementaire soit en avancement, mais il faut être conscient que ces gens-là ont des canaux tout comme les tiens, c'est-à-dire qu'ils vont avoir accès à l'information avant. Et quand ils vont sentir que le vent tourne enfin et que ça commence à être vers le bout de la phase législative, entre guillemets, tu sens que c'est à ce moment-là probablement qu'ils vont commencer à rentrer. Mais moi, je sens que d'un point de vue extérieur, je sens cette froideur et ce repli, cette distance. On sent que les mecs, ils ont compris qu'il fallait y aller. Mais ils se disent, oula, attends, non, là, c'est encore un peu trop risqué, donc patience. Mais on va quand même commencer. Discussion avec Marc Renard d'Orange Investissement dans un événement, tu vois, on était 2 speakers, et où le mec me dit ça en une phrase: les cryptos, c'est un tsunami, on l'arrêtera pas avec nos 2 bras, on s'arrête pas avec 2 bras, une vague comme ça. Maintenant, c'est pas pour ça que je suis dans un optimisme hallucinant, qu'il faut y aller à tout prix, etc. Donc, tu vois, ils sont dans une phase où ils sont en train de reconnaître le phénomène. Pour autant, ils n'iront pas avec précipitation, parce que c'est leur métier. Et c'est comme ça qu'ils voient la chose. Ouais, mais c'est encore une fois, je te dis toujours, et moi je vous le dis toujours, c'est la finance au final, c'est un mode de pensée et on se rend compte qu'on pense tous de la même façon après. Et chacun après a des stratégies et une agressivité différente et une psychologie différente, mais c'est toujours la même chose. En fait, c'est vraiment apprendre la gestion du risque et la comprendre. Et tu comprends après comment fonctionne le système financier, quoi. Et ces dérives, d'ailleurs, hein, elles sont explicables par ces mêmes raisonnements de gestion du risque qui, au bout d'un moment, s'autosuffit, et c'est ce qu'on a d'ailleurs en ce moment. Mais ouais, et tu sens que là, par rapport au risque que tu prendrais sur ce genre d'actifs, tu sens qu'il n'y a pas ce que je disais tout à l'heure. Entre le buy and hold maintenant et le buy and hold qui pourrait se faire dans quelques mois, ce sera probablement le même prix d'entrée, sauf qu'il y en a un où tu pourras gérer ton risque. Et c'est pas celui-là. Et je pense que dans une logique bancaire et financière, ils attendront qu'il y ait eu le gros pic, que le plus noir soit derrière. Et à partir de là, ils commenceront à se dire, OK, c'est bon, on va mettre en place les stratégies de market making pour pouvoir rentrer, donc tuer la volatilité et ainsi de suite, hein, pour prendre l'argent des spéculateurs. Donc, par contre, là, c'est que tu vois, à la prochaine montée, on a un discours bien largement différent institutionnellement. Pense à ton micro, c'est vrai qu'à chaque fois tu parles loin. Non, mais les gars, je suis avec des AirPods à 150 balles, putain. Non, mais c'est oui, mais tu c'est t'éloignais à chaque Apple. fois que tu revenais, quoi. Bah ouais, mais pourtant je bouge pas, quoi. Donc attendez, vous m'entendez? C'est peut-être le son de ta voix. Non, mais je crois qu'ils étaient. Enfin bref, on n'est pas là pour discuter de ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est aujourd'hui, tu vois, ouais, mais je sais pourquoi. Vous m'entendez là, les gars, ou pas? Très bien. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Très Oui. bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Toujours bien. Oui. Non. Allez, hop. Vous m'entendez, les gars? Bah oui, toujours très bien. Eh ben, je vous entendais plus. Vas-y. Non, ce que je voulais vous dire juste un truc. En fait, j'ai trouvé quel était le problème du son, donc maintenant c'est réglé. Mais aujourd'hui, c'est simple. La prochaine montée qu'on va avoir, on va avoir un discours du gouvernement qui ne sera pas du tout Bitcoin, la monnaie du marché noir, etc. C'est-à-dire que là, c'est bon, les mecs sont éduqués au haut niveau. Maintenant, il faut redescendre sur tout le Sénat et les députés. Donc ça, par contre, ça va être un vrai travail, hein, parce que le député Coco qui est capable de se dire que le Bitcoin, ça vaut rien, que tout ça, c'est de l'argent. On va devoir refaire le travail qu'on a fait sur Bruno Le Maire, mais sur 750 papilles et 600 mecs qui n'ont jamais connu, qui appellent Internet. Ils savent même pas ce que c'est Internet. Ouais, c'est clair. Voilà. Oui et non, hein. Moi honnêtement je pense pas. Aujourd'hui tu sais que c'est très pyramidal le système de fonctionnement de l'État et même au Sénat. En fait il suffit de convaincre quelques bonnes personnes et derrière tout ruisselle, hein. La plupart des mecs qui appuient sur le bouton, ils sont inconscients de ce pourquoi ils votent. Ils votent parce qu'on leur a dit tu votes ça et point barre. Et après c'est des délires d'influence et compagnie. Si tu veux pas voter pour ma réforme, je vais te faire ci, cela. Enfin, c'est du bon vieux levier politique débile, hein. Toi, t'as bien regardé House of c'est Cards. comme ça que ça fonctionne, hein. Et c'est pas plus compliqué que ça. Le milieu politique, c'est tout comme le milieu financier, il a ses propres règles et tout le monde fonctionne de la même façon, hein. C'est du pur trafic d'influence, la politique. Alors là-dessus, je te rejoins, mais
quand même, tu vois, là, va falloir faire la drague à Orange Investissement, va falloir faire la drague à Louis Investissement, va falloir faire la drague à tous les VC un par un. Surtout les banques, parce qu'aujourd'hui, faire une crypto dans les banques, c'est une catastrophe. Ah oui, Le nombre non, de effectivement, banques qui je pense refusent que et de qui toute façon, ferment, comme disait David, les ICO en France, c'est super compliqué. La oui, plupart mais à passent partir par du moment où contrôle, ce sera passent devenu par un des standard, banques Oui, c'est clair. Pardon, désolé, je t'ai coupé. Non, mais c'était Ouais, exactement pardon. dans ta conjecture, Phil, c'était exactement ça. Le jour où de toute façon tu as convaincu une partie du pouvoir politique, celle qui permet de ruisseler sur la pyramide, et que derrière tu commences à avoir l'appui des VC, tu commences à changer, ou en tout cas à répartir le mode de financement entre les deux, entre l'ancien monde et le nouveau monde, entre guillemets, si on peut vraiment sectoriser ça comme ça. Et à partir du moment où tu as ça, je veux dire, déjà tu as fait un énorme boulot, et déjà avoir ça, ce serait pas mal. Que pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà. Et ben pour l'instant c'est pas le cas et je vais te dire un truc, j'y crois pas une seconde tel que ça part. Là, c'est vrai que tu as perdu ton momentum, toi, parce que la dernière fois, tu m'avais mis le peps aussi et j'étais chaud. J'allais te parler d'un truc pour faire une ICO. Là, tu viens de me blaser. Je me suis dit, c'est bon, je vais pas me financer comme ça maintenant. Non, je te le dis pas méchamment. Hein, c'est dire, moi, tu sais, je vis avec mes paranoïas. C'est-à-dire que quand on est dans une bonne situation, j'essaye de voir comment elle va merder. Ah oui. Tu vois, et mon but, c'est d'aller voir mon but, c'est d'aller voir les trous et d'aller les combler parce que je sais que le bateau va se percer à cet endroit-là et tu vas voir qu'il va se percer à cet endroit-là. Donc j'y serai. Donc tu vois, on essaiera de reboucher le trou. Hein. Mais ça, c'est ta certitude. T'inquiète pas, c'est que j'y serai. Maintenant, la peur que j'ai aujourd'hui, tu vois, le risque que je vois jusqu'à octobre que je veux pas qu'il apparaisse, c'est qu'on soit sur une réforme qui soit pas assez ambitieuse. Oui. Après, elle pourra toujours être amendée. Elle pourra toujours être amendée. Mais il faut qu'on soit attentif à, tu vois, c'est pas parce qu'il y a une réforme, parce qu'on va en entendre parler, va y avoir un impact, il aura une incidence, il aura un volet blockchain et crypto, mais il faut qu'on soit hyper critique à ce qu'il y a dedans. Tu vois, c'est parce que si on est là pour juste faire un effet d'annonce, effectivement, ça ne va pas bien se passer. Et aujourd'hui, ce que je me dis, c'est on a beaucoup de travail à faire avant d'arriver devant une mesure qui soit satisfaisante. Et le niveau d'intelligence des mecs qui discutaient au forum blockchain la semaine dernière est pas assez haut à l'heure actuelle. Et pourtant, tout le monde s'applaudit et se tape sur le ventre. Donc, j'ai très peur quand j'entends ça, tu vois. Bon, écoutez. Mais vous inquiétez pas, hein, on a des très beaux projets. Il y a encore de très très beaux projets ici au français. J'espère. Les équipes avancent. Après, est-ce qu'elles seront domiciliées en France? Ça, c'est d'autres questions. Est-ce que la blockchain est... Et ça ne changera rien au projet. Voilà. Par contre, il commence à se faire tard, David. Je suis désolé de te couper. Non, mince. Alors, t'inquiète pas, on aura l'occasion de se revoir dans de prochaines émissions. Ce sera avec grand plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je pense qu'on peut conclure cet épisode. Je pense qu'on peut avoir deux visions. La vision où, certes, on aura toujours des bonnes têtes, toujours des bons projets en France, mais qui, comme David vient de le dire, pas domiciliés en France. Forcément, si on n'a pas l'infrastructure derrière nécessaire, j'ai envie de dire comme à chaque fois, ça ne fonctionnera jamais. Ou peut-être que d'ici octobre, on aura eu enfin des réponses, du concret. Enfin, peut-être du concret derrière tout ça. Voilà. Et en tout cas, juste un truc, il y a une scène blockchain française. Là où il y en avait moins l'année dernière et l'année d'avant, là on a une scène blockchain qui s'organise. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans un de nos prochains épisodes. Ça pourrait être intéressant d'aborder la question. Écoutez, merci l'équipe, comme d'habitude. Phil, Jean-Luc, Baptiste, toujours au top. Hein. Merci à toi et merci à vous tous d'avoir été là ce soir encore une fois. Oui, ce soir, Luc n'était plus là, il est mort. Il a préféré le vin. Merci à toi David, c'était super nous avoir tenu un peu au courant de l'actu français, surtout un petit peu plus en inside, c'était vraiment au top. Comme toujours les mecs. Merci pour l'invitation et sur ces belles paroles, il est vraiment temps de se quitter et je pense qu'on pourra se retrouver sur Discord juste après pour répondre à des questions, discuter tranquillement. Et exactement. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous, merci de nous avoir suivis. Ciao, à ciao. tous. À toutes, bisous. Ciao. Merci les mecs, hein, c'est toujours un plaisir.